Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux chaque matin à regarder votre télévision de proximité et pour le vivre ensemble, mais surtout à avoir attendu votre programme culte de tous les dimanches sur Info TV. On parle ici de libre expression qui sera une fois encore au menu avec des thèmes qui font l'actualité ou tout au moins ce qui ont fait l'ossature de l'actualité pour la semaine qui s'achève. Vous le savez, c'est la 15e édition qui venait justement de voir ces rideaux tombés ici au Cameroun et plus précisément à Yaoundé qui est devenu pendant 2 jours la capitale de l'Afrique. Tout naturellement, c'était pour le sommet ordinaire de la CEMAC. Nous allons aborder le sujet ce matin car nous allons nous interroger sur le bilan de cette 15e session. Mesdames et messieurs, ça sera l'une des thématiques centrales de votre émission de ce matin. Mais à côté de cela, nous allons aussi revenir sur un fait qui fait justement beaucoup d'écho depuis un certain temps. On parle de l'insécurité grandissante au Cameroun. On a certaines zones qui ont été déjà nommées comme maillot jaune parce que de ce côté, on pense même à parler des lanceurs de cailloux. Mais suivez mon regard, ça résonne aussi vulgairement comme ça parce que vous êtes à bord de votre véhicule, mais d'autres personnes, cachées ou non, visent votre pare-brise et comme ça se dit, la brise aussitôt. Ce n'est pas une redondance, mais c'est comme ça que ça doit se dire. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Nous aurons ce matin beaucoup d'invités, mais aussi des hommes aux têtes bien faites, parce qu'étant appelés circonstanciellement pour les 2 thèmes que je vous ai présentés il y a quelques instants. Passez-moi l'occasion justement d'aller un à un par la présentation pour ces derniers qui nous ont déjà rendu visite ce matin en répondant favorablement à notre invitation. Commençons par mon extrême droite. Il s'agit là de l'économiste, l'homme à tout faire quand on parle économie et surtout de la CEMAC, qu'il ne pouvait en être autrement que d'appeler Monsieur Essomba. Bienvenue, soyez les bienvenus, monsieur. Bonjour Monsieur Fangono, bonjour à tout le panel, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Et c'est que vous êtes très suivis à travers le monde, l'Australie, le désert de la Russie, partout. Bon, je suis content d'être encore là ce matin et surtout d'être avec vous aussi. C'est la première fois qu'on se rencontre, oui. Même avec les autres co-panélistes. Je crois que lui, on se connaît déjà quelque part. Okay. Ah oui, soyez les bienvenus, très cher économiste, bienvenue. Et Somba, lui, vous connaissez quelque part, vous parlez de lui. Et lui, c'est naturellement Maître Mayo. Il est juriste conseil, consultant d'entreprise. Il a aussi favorablement répondu à notre invitation ce matin. Une fois encore, c'est un habitué de ce plateau. Monsieur, bonsoir. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bruno. Bonjour à tous mes copanélistes. Bonjour à nos millions de téléspectateurs qui regardent, savez. Aujourd'hui, Libre Expression est une émission qui prend de l'audience. Je pense même que c'est la première émission, n'est-ce pas, qui est la plus regardée les dimanches au Cameroun et par-delà tout en Afrique centrale. Donc, je voudrais vous renouveler ma sympathie et vous dire combien je suis très heureux d'assister à ce riche... à ces riches échanges que nous aurons là tout à l'heure. D'accord. Et je voudrais entrer par les mauvaises nouvelles. Vous allez le faire peut-être parce que nous avons tous des mauvaises nouvelles. D'ailleurs, ma présence ici, pour ceux qui nous regardent du côté de Sambelima, peuvent se poser une et plusieurs questions. Nous allons en parler d'ici quelques secondes. Ça me permet d'abord de prendre aussi le 3e invité en attendant le 4e, bien naturellement. Il s'agit là de Yaya Bello. Il est homme politique, membre influent du PCRN. Yaya, bonjour. Bonjour Jean-Bruno Fangono. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à mes co-panélistes avec qui nous allons partager ce plateau. Et surtout bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV et de l'émission Libre Expression. Voilà, ça me donne l'occasion présentement, mesdames et messieurs, de signifier l'absence du sac de modérateur qui, comme vous le savez, justement aussi dans des mauvaises situations pour avoir perdu celle qui lui a donné naissance. Vous pouvez imaginer ce que ça fait de porter ce poids en soi et voilà pourquoi nous sommes en train de faire tout pour que le dernier voyage
courage soit aussi bien mesuré pour cette dernière avec laquelle nous avons aussi passé des très bons moments. Ça me renvoie aussi à dire merci à tous ceux-là qui nous ont assistés. Quand je parle de nous, je parle de la famille Fangono et compagnie pour notre chère petite fille, 17 ans d'âge, qui nous a quittés après avoir décroché brillamment son baccalauréat il y a juste un an. Et puis, ce week-end, on était obligé de l'accompagner à sa dernière demeure. Monsieur Essumba, qu'est-ce que ça fait? Parce que quand un fils ou alors un enfant perd son père, sa mère, il est appelé orphelin. Quand un époux perd son épouse, il est appelé veuf. Pour la femme, c'est veuve. Et quand un parent perd son enfant, quelle qualification? Là, je crois que l'Académie française, chargée de trouver ce genre de qualificatif, ne l'a pas encore fait. Mais en tant qu'Africain, en tant que Bantou, on dit seulement que tu es frappé d'un malheur. Tu es frappé d'un malheur. On te trouve malheureux, c'est désolant. Et la famille vit ça avec toi. Quand tu es frappé de ce malheur-là, c'est toute la famille qui est frappée. Ah oui, c'est toute la famille qui est frappée. Ici, on pense à notre petite Daphné qui repose désormais en paix à Ekumdum. Là, nous sommes dans le village, un village de l'arrondissement de Sambelima, département du Djaïlobo, région du Sud Cameroun. Vous avez voulu aussi parler d'un autre malheur. On parle d'élèvement de terrain. Très cher Maître Mayou. Oui, je voudrais d'abord exprimer toutes mes sincères, toutes mes condoléances au directeur de cette télévision, directeur général de cette télévision, M. Parfait ici. Je venais de l'apprendre à travers vous. Le malheur dont il fait l'objet en ce moment-ci, la perte d'une maman, on en connaît. Donc, je lui exprime toutes mes sincères condoléances. Je lui dis d'être fort. Nous serons là pour l'assister. C'est pas facile. Ça sera pas facile pour lui jusqu'au moment de l'enterrement. Mais même après l'enterrement, ça sera pas facile. Mais qu'il reste le brillant et le courageux garçon qu'il a toujours été. Qu'il sache que ça devait arriver. Tôt ou tard, ça devait arriver. Maintenant que c'est arrivé, qu'il demeure le grand garçon qu'il a toujours été. Et puis, qu'il comprenne qu'en réalité, c'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. Qu'il soit heureux d'avoir enterré sa maman. Parce que c'est tout ce que sa maman voulait de lui. Et qu'il le fasse de manière digne pour que sa maman soit fière de lui, soit fière, n'est-ce pas, de l'avoir accouché. Bon, je voudrais finir par cet éboulement de terrain qui a eu lieu hier à Boya, où on a perdu encore des vies. On a perdu des vies. Il faut dire que monsieur l'économiste est là à côté de moi. Peut-être qu'il pourra encore s'approfondir. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, on constate qu'il n'y a pas un certain nombre de mesures prises au niveau de l'urbanisme. En réalité, c'est comme si on n'a pas un ministère qui s'occupait de l'urbanisation au Cameroun. C'est-à-dire les gens construisent un peu de partout, les gens érigent des constructions un peu de partout, sans tenir compte des mesures d'urbanisation. Et c'est désolant. Et vous avez vu, ce n'est pas le premier cas au Cameroun. Ce n'est pas le premier cas. On a eu, tout récemment, c'était le cas de Ngwaché. Il y a même eu des éboulements un peu de partout au Cameroun. Mais il faudrait que l'État prenne ses responsabilités, M. Fangono. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Parce qu'en réalité, on ne peut pas continuer à vivre cela dans un État aussi sérieux que le Cameroun, au moment où, pour des cas ou pour des situations où on peut être, n'est-ce pas, on peut prendre des précautions pour que cela n'arrive pas. Il faudrait que quelque chose arrive, qu'on dise que bon, voilà, c'était pas évident de prévenir. Mais lorsqu'on a des possibilités de prendre des précautions que ça n'arrive pas, il faudrait que ça n'arrive pas. Mais il faudrait également que nous-mêmes, les citoyens, malgré la rareté des terres, malgré peut-être le fait que pour trouver dans certaines régions, pour se trouver le point de terre pour se construire, vous savez, il y a des zones qui sont viabilisées, d'autres qui ne sont pas viabilisées. Tout le monde accourt vers les zones viabilisées et on a donc tendance à nous retrouver dans les marécages, dans les bas-fonds ou autres. Mais ces zones-là sont tellement, accidentogènes, sont tellement dangereuses qu'on ne peut pas, à un moment donné, mesurer l'impact
n'est-ce pas, du danger qu'on court lorsqu'on y habite. Donc, je me joins à toutes les familles éplorées de la région du Sud-Ouest pour leur dire, bon, voilà, c'est arrivé, mais que tous ceux qui sont restés, qu'ils prennent cela comme un exemple et qu'ils prennent n'est-ce pas, un nombre de mesures pour qu'ils ne soient pas exposés à un tel danger. Mais des exemples pareils, il y en a eu au Cameroun. Vous avez cité des cas d'éboulement, mais aussi la sensibilisation qui passe à travers des chaînes de télévision et même certains ministères. Je ne joue pas l'avocat de ces derniers, mais on sait quand même qu'un travail est fait sur ce plan. Même les autorités qui sont sur le terrain font la part des choses, autorités administratives, même religieuses. Mais c'est comme si ceux qui sont dans ces zones-là ne sont pas intéressés par ce qui est dit à côté. Monsieur Fangono, je vous connais un brillant journaliste très sérieux. Je voudrais vous rappeler que j'ai vu ici à Yaoundé, pas rappeler, je voudrais vous faire savoir que j'ai vu ici à Yaoundé, à des moments on mettait des croix rouges sur une maison, on a mis AD, à démolir. Ah oui. Et que la maison, au lieu que la maison soit démolie, la maison a plutôt continué, on a continué la construction et les gens y habitent jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est donc passé en temps? Alors que la maison est au niveau des bas-fonds, des zones qui ne sont pas autorisées à se bâtir une maison, vous comprenez donc en réalité la corruption ambiante et autres faits de société font en sorte qu'à un moment donné, on se demande où va la publicité, où va la sensibilisation, où sont les autorités. Parce qu'en réalité, il y a des mesures, n'est-ce pas, est-ce que la sensibilisation n'est pas faite? Non, la sensibilisation est faite. La sensibilisation est faite. Mais est-ce que la sensibilisation atteint ses objectifs? Il faudrait que la sensibilisation atteigne ses objectifs. Si la sensibilisation atteint ses objectifs, ça veut dire que la sensibilisation est faite pour rien. Il faudrait que la sensibilisation atteigne ses objectifs. C'est-à-dire, il y a un temps pour sensibiliser et il y a un temps de répression. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour sanctionner. Maintenant, quand vous ne sanctionnez pas et que la sanction devient le pot de vin qu'on vous donne pour ne pas démolir une maison, alors que bien après, on aura des éboulements de terrain. Alors, on aura des catastrophes. Que voulez-vous? C'est comme si la sensibilisation n'était pas faite. Merci. Yaya Bello, vous avez aussi une actualité. Il semblerait que vous êtes interdit de marcher au PCRN pour des raisons que vous avez voulu classer de nobles. Effectivement, vous voyez, M. Fangono, je crois que nous devons être inquiets pour la démocratie dans notre pays. Parce que s'agissant de l'interdiction dont vous faites allusion, je rappelle que rien qu'en 2023, nous avons vu une réunion publique interdite et 2 manifestations publiques interdites. Alors que la loi, une loi du 19 décembre 1990 a placé sous le régime de la déclaration les réunions publiques et les manifestations publiques. Or, l'exception étant devenue la règle aujourd'hui dans notre pays, les marches et les manifestations sont systématiquement interdites. Donc, je viens de rappeler que rien que pour le compte de 2023, nous sommes je crois le 20, le 21 mars, nous avons déjà subi 3 interdictions. Alors, celle d'aujourd'hui avait trait à la protestation contre les délestages dont les Camerounais sont fatigués. Les Camerounais sont asphyxiés par ce phénomène qu'on appelle, qui devrait être normalement conjoncturel, mais qui sont devenus donc structurels aujourd'hui. On a l'impression que le délestage fait déjà partie intégrante du système de distribution de l'électricité au Cameroun. Donc, le peuple est fatigué. Rien qu'à Yaoundé, dans la capitale du Cameroun, on n'arrive pas à avoir en permanence de courant électrique. Je vous épargne des conséquences que ça cause dans les ménages et dans les petits commerces. Je vous épargne de cela parce que si nous faisons ce bilan, c'est incroyable. Alors, le peuple donc qui a le droit d'exprimer son ras-le-bol est muselé. Aujourd'hui, quand vous sortez à Yaoundé, je vous assure, vous avez à peine l'impression qu'il y a une invasion du Cameroun qui est annoncée et que les forces de l'ordre sont partout. Je vous assure, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que la seule façon d'exprimer son mécontentement sur un aspect, c'est le marché? Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité pour le PCRN de faire valoir ses compétences et même ses droits? Monsieur Fangono, il y a un juriste sur le plateau, moi j'en suis un.
En droit, quand le droit vous consacre une liberté, vous avez le droit subjectif de le faire. C'est-à-dire que vous avez le choix de faire ou de ne pas faire. Nous avons choisi, entre autres, parce que ce n'est pas la seule démarche que nous avons entreprise, nous avons donc choisi, et parce que c'est le peuple qui nous l'a recommandé. Donc, nous avons donc choisi d'exprimer avec le peuple le ras-le-bol que cette situation devenue structurelle au Cameroun est inacceptable. Mais comme d'habitude, vous avez un État si alerte dans la répression, mais absent quand il s'agit de protéger les Camerounais. Ici, c'est un problème de fond qui est posé. La permanence de la fourniture en énergie électrique, c'est tout. Mais au lieu d'apporter des réponses appropriées à cette situation, on a donc un État qui est dans la répression. Oui, je ne voudrais peut-être pas. Ne protège plus les citoyens. Peut-être pas défendre l'État, loin de là. D'ailleurs, ce n'est pas mon devoir et je n'en ai même pas toutes les capacités mais je voudrais poser la question, celle de savoir, est-ce que avant de marcher, vous avez vérifié tous les allants pour comprendre que le droit de marcher et revendiquer l'énergie électrique pour une permanence absolue, tout est fait, tout est prêt, tout est OK, et alors on doit revendiquer. Alors, sauf à nous dire que l'État du Cameroun, Cameroun c'est pas moi qui dis, est incapable. Je pose juste des questions. Si l'État du Cameroun est incapable de fournir de l'électricité à ses citoyens, OK, nous comprenons le message. Mais quant à la démarche, le respect de toutes les règles qui concernent les marches et les manifestations publiques au Cameroun, nous l'avons respecté. La première fois, c'était que le sous-préfet nous avait dit, parce que la marche devait avoir lieu la semaine passée. Le sous-préfet nous a dit que nous sommes un jour d'élection sénatoriale au Cameroun et que les observateurs internationaux vont se déployer sur le terrain. OK, nous lui avons dit que OK, il n'y a pas de souci. Une semaine plus tard, nous ne serons plus dans le contexte des élections et nous allons marcher. Et le sous-préfet a trouvé une nouvelle pirouette pour nous empêcher de marcher. Il a appelé les forces de l'ordre, les FMO, à boucler la capitale. Je vous assure, quand vous marchez à Yaoundé aujourd'hui, vous avez l'impression que il y a une alerte d'invasion du Cameroun et que les autorités veulent empêcher cela. Il est difficile de comprendre que c'est parce que les citoyens veulent exprimer leur ras-le-bol. Parce que le phénomène de délestage au Cameroun, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Donc depuis là, l'État n'arrive pas, ou ne veut pas, ou ne peut pas, je ne sais même plus sur quel prisme il faut placer cette incapacité. L'État n'arrive donc pas à résoudre ce problème. On a l'impression même que c'est voulu. Donc maintenant, le peuple veut donc exprimer à son État, qui doit le protéger, qu'on n'en peut plus. Résolver ce problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? On déploie un arsenal. C'est-à-dire que c'est incroyable ce qui se passe au Cameroun. Donc, j'ai envie de dire que l'État du Cameroun aujourd'hui, il rêvait plus un visage inhumain. Il rêvait plus... Oui, j'ai pesé mes mots. Il rêvait plus l'image d'un État qui est à l'aide pour la répression, mais qui ne protège pas. Merci. Ce qui est attendu, c'est que le problème de délestage soit résolu. Tout court. C'est tout notre espoir parce que vous n'êtes pas les seules victimes, tout Camerounais est aujourd'hui concerné par le délestage. Donc, une fois vous avez cette revendication posée sur la table, c'est les 35 millions, si on se réfère seulement aux derniers chiffres démographiques, qui sont derrière vous pour dire oui, nous voulons que la stabilité en fourniture électrique au Cameroun soit à jour. Ce n'est pas mon ami Ferdinand Malamsou Badari qui m'en dira le contraire. Vous êtes d'ailleurs le secrétaire national à la propagande pour l'UPC. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tout le panel, bonjour à vos téléspectateurs. Oui, on ne parle peut-être pas de l'énergie électrique, mais on parle de cette, je voudrais dire, cette nouvelle qui nous vient de l'Occident, parlant de l'interdiction absolue des manifestations pas publiques, comme PCRN, mais d'un groupe d'artistes musiciens camerounais, la famille Deka, qui s'est vue justement aussi être refusée
par un collectif de Camerounais, jusqu'ici entre guillemets, qu'on appelle la BAS. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos aujourd'hui quand d'un côté, la BAS accepte voir la prestation d'une caste d'artistes, mais de l'autre, on refuse catégoriquement. Bon, vous voyez, c'est embarrassant, mais c'est regrettable. Ah oui. C'est très regrettable que les citoyens d'un pays se retournent contre leurs frères. Bon, vous savez, je dis que ce genre de choses embarrassent. Oui, c'est embarrassant. Parce que personne ne peut admettre que des citoyens se révoltent contre contre les leurs comme ça. Bon, ils ont objectivement leurs raisons, mais je ne pense pas que je ne peux pas valider cette manière de faire. Merci. Merci. Vous ne validez pas cette manière de faire, c'est compris, et nous allons plutôt valider ce qui arrive parce que nous voulons aborder. Oui, maître, vous voulez ajouter Oui, je voudrais. À quel sujet Au sujet de la marche du PCRN, je voudrais dire à mon frère que vraiment, non, on ne peut pas quand même dire sur un plateau télé que l'État du Cameroun ne se protège pas. Tous les États protègent, surtout l'État du Cameroun protège, sans prétendre être l'avocat de l'État du Cameroun, mais je suis citoyen camerounais. Et donc, je pense que l'État protège. Je pense également que, au vu de la loi de 1990 sur la liberté d'expression, la liberté de manifestation, il est normal qu'un groupe de personnes qui a déclaré, parce que nous sommes sous le régime de la déclaration, qui a déclaré normalement une manifestation publique, puisse librement manifester. Bon, mais maintenant, il y a autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, qu'il faut tenir en compte, c'est que les autorités parfois ont des informations que nous n'avons pas. Donc peut-être c'est pour cette raison que vous pouvez voir que le sous-préfet est en train de circoncire et prendre un certain nombre de mesures pour qu'il n'y ait pas de débordement. J'allais même dire pour qu'il n'y ait pas des insurgés qui puissent s'infiltrer parmi les marcheurs et aller au-delà de l'objectif recherché. Donc je dis, peut-être ce n'était pas le bon moment, mais les choses comme ça, il faut peut-être rentrer vers le sous-préfet avec une nouvelle déclaration de manifestation à une autre période. Et je pense que ça sera manifesté. Le Cameroun n'est pas quand même aussi diabolique que ça, mais on connaît quand même le musulman que fait l'objet, dont fait l'objet, n'est-ce pas, certains partis politiques, mais je partage également la peine. Je vous dis que il ne se passe pas 2 jours sans qu'on ne coupe le courant pendant 8 heures, 12 heures de temps. Je partage, mais je dis, restons mesurés et restons camerounais. Non, je suis quand même surpris, maître, vous m'obligez à réagir, parce que la loi de 1990 portant régime de manifestation et réunion publique, elle est claire. Une réunion publique, c'est quoi? C'est une réunion ouverte au public. Nous avons voulu faire une réunion publique, c'est-à-dire que faire une rencontre avec des Camerounais dans un endroit ouvert au public, même pas sur la voie publique. Parce qu'il y a une différence entre réunion publique et manifestation publique. La manifestation publique, c'est fait sur la voie publique. Maintenant, la réunion publique s'est faite dans un endroit ouvert au public. Notre première démarche a été voulu d'avoir une réunion publique. Ça a été interdit. Parce que dans une réunion publique, c'est un endroit clos, bien que le public ait accès. La deuxième fois et la troisième fois, c'est que nous avons voulu manifester sur la voie publique, entre la Texaco Omnisport et la mobile Omnisport. C'est un endroit bien circonscrit, à une heure bien précise. C'est interdit 2 fois. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est lorsque les entités qui ne sont pas proches du pouvoir, qui veulent faire les marches, que ça devient un danger. Quand il s'agit du pouvoir, ou alors des organisations qui font allégeance au pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais généralement, nous avons vu le 13 novembre, le 13 novembre, nous n'avons pas voulu les 26 killers ont circulé partout au Cameroun. Sur les interdictions de manifestations publiques, Yaya, mais on vous a laissé quand même le temps d'exprimer ou alors de nous faire comprendre l'actualité qui défait la chronique même, à la limite, au sein de votre parti politique. Mais nous avons pensé vous dire que nous sommes tous Camerounais, et c'est ce que réclame Maître, tout en rappelant la question que j'ai posée. Est-ce que vous avez vérifié tout au fond, et même dans le comble, tous les éléments nécessaires pouvant vous amener à exprimer justement votre mécontentement par la marche dont vous faites allusion aujourd'hui? Nous y reviendrons.
Vous savez que je tiens toujours à mes promesses. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? On n'a pas voulu vous donner cet accord, mais nous allons prendre l'accord avec la réalisation cette fois-ci pour rentrer de plein pied dans la première thématique de ce matin. C'est sur la CEMAC, le 15e sommet justement ordinaire de la CEMAC. Mais avant de revenir sur ce plateau, en lieu et place de l'édito, nous allons prendre ce reportage que nous propose Francine Ateba sur naturellement les grandes lignes et les perspectives à l'issue de cette 15e session du sommet ordinaire de la CEMAC. Marquer un temps d'arrêt et dresser le bilan afin d'envisager les actions communes futures en faveur d'un développement économique et social inclusif sont entre autres les objectifs de la 14e édition de la Journée de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, célébrée ce 16 mars 2023. Un important événement qui traduit la quête constante d'un idéal communautaire autour du vivre ensemble. La présente édition de la journée de la CEMAC sert de plateforme de réflexion sur les défis de développement durable auxquels la sous-région Afrique centrale est confrontée. Depuis sa création le 16 mars 1994 à N'Djamena, la CEMAC impacte considérablement sur les pays membres. L'impact de la CEMAC sur les pays membres est négatif. Négatif parce que quand vous faites une évaluation politico-économique, très rapidement vous vous rendez compte que sur le plan politique, la gestion des différentes crises sécuritaires est extravertie. La CEMAC n'a véritablement pas d'impact sur les pays qui sont membres de cette CEMAC. On se rend plutôt compte que les pays de la zone CEMAC coopèrent beaucoup plus avec les pays de l'Union européenne. Le taux de croissance est estimé à 1,7% en 2021, à 2,9% en 2022. Les efforts de consolidation budgétaire produisent des résultats appréciables. Le thème de cette 14e édition est « Valoriser le capital humain pour une CEMAC émergente ». Il s'agit d'un bien immatériel indispensable au progrès et un facteur essentiel de la productivité, de l'innovation et de l'employabilité. Infiniment merci à vous, Francine Ateba. Nous avons l'obligation de revenir sans plus attendre sur ce plateau et sans transition avec l'économiste. Bienvenue Essomba. Voilà, ça y est, les rideaux sont tombés. Yaoundé a fini d'abriter le 15e sommet. D'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on se dit à l'issue de celui-ci? Oui, Monsieur Fangon, merci une fois de plus de me passer la parole. Bon, pour moi, les sommets de la CEMAC, c'est déjà vu, puisque l'objectif même poursuivi par la CEMAC est sur le plan de l'analyse, fait l'objet de beaucoup de conflits. Quand on parle de l'intégration d'une région, de l'intégration d'un pays, d'une communauté, c'est quoi l'intégration? Contrairement à ce qu'on veut laisser entendre par la mémoire collective. Nous tous ici, même s'il y a les juristes comme les deux copanélistes, peut-être, je ne sais pas si monsieur le secrétaire national aussi est juriste, chacun quand même fait des mathématiques jusqu'en classe de terminale. Et on sait qu'une fonction intégrale, c'est cette fonction dont la courbe est en escalier. Vous voyez? Ça voudrait dire que cette courbe en escalier, les deux escaliers ne se rencontreront jamais. Tant que l'escalier ne s'écroule. Ouais. Donc, dans la politique, dans la dynamique de l'intégration, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche l'exclusion de certains. C'est en fait une politique d'apartheid. On veut créer les castes. On veut créer les pays, les faibles pays, les pays moins, les pays forts. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de luttes d'influence au sein de la CEMAC. Le leadership est discuté. Tout le monde conteste le leadership du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on ne recherche pas la dynamique de la fusion entre les États. Quand c'est la Guinée qui vend déjà beaucoup de pétrole, elle estime que c'est elle qui doit mener le leadership. Donc, sur le plan même de l'analyse, sur le plan du concept intégration, l'intégration produit déjà des effets d'exclusion. Vous voyez? Donc, c'est un objectif qui n'est pas
qui n'est pas normal à poursuivre. Ce qu'on doit décréter aujourd'hui au sein de la CEMAC, c'est qu'on doit rechercher. Déjà que, pour moi, la CEMAC devrait déjà laisser place à la CAC. Je ne sais pas pourquoi encore tant d'efforts, tant d'engouement pour redynamiser la CEMAC. Parce que quand on a entendu parler de la CAC, nous on s'est dit, c'est fini la CEMAC. Maintenant, on entre dans une grande communauté qui va créer de la synergie avec des grands États comme le Congo démocratique, l'Angola et les autres, le Burundi et consorts. Donc pour moi, l'objectif même de l'intégration des États de la CEMAC n'est pas noble. C'est un objectif très fort en conflit. Bon, maintenant, le sommet, qu'est-ce que le sommet nous dit? L'opinion attendait quoi? L'opinion attendait une décision sur le sort du franc CFA. Au sein de la CEMAC, le problème du franc CFA, je crois que c'est le problème fondamental. Aujourd'hui, les États ont des populations. Les États ont les ressources. Voilà déjà 2 facteurs de l'économie. Les États manquent le 3e facteur qui est le capital, c'est-à-dire la monnaie. Nous ne sommes pas souverains. On n'a pas une monnaie souveraine. On n'a pas cette souveraineté monétaire. Et cette souveraineté monétaire nous coûte trop cher. La dette extérieure de la CEMAC, c'est 21 000 milliards de francs CFA. Si cette dette était vraiment contactée pour développer la CEMAC, vous savez, quand pour développer un plan d'investissement, un projet, un programme d'investissement, au Cameroun par exemple, on a besoin de 70% de facteurs extérieurs, 30% de facteurs intérieurs. Ça voudrait dire que notre dette extérieure devrait être à 70% de 21 000 milliards, c'est-à-dire autour de 14 000 milliards seulement. Mais comme on n'a pas notre propre monnaie, on emprunte, même pour extraire le sable de la Sanaga pour construire la route, on emprunte à l'étranger. Pour couper le bois, pour prendre le gravier en Komtu, aller mettre sur l'autoroute, on doit emprunter chez les Chinois ou bien à la Banque mondiale. Donc le fait qu'on ne soit pas monétairement souverain, ça aggrave notre dette extérieure. La CEMAC aussi, c'est quoi? C'est la fuite des capitaux. La fuite des capitaux. Depuis 2010, le Cameroun connaît les flux financiers illicites de 1700 milliards par an. 1700 milliards par an. Ça, c'est une information qui vient de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est quoi les flux financiers? C'est l'argent qui sort sans raison. Et il y a de cela 2-3 ans, peut-être même c'était jusqu'à l'an dernier, la BAC a frappé du coup de poing sur la table. Les gens ont fait sortir l'argent, ils ne justifient pas. Vous voyez? Et pas plus tard que l'an dernier, la BAC a demandé qu'on ramène systématiquement toutes les recettes de nos exportations. Les gens sont installés ici, ils vendent la banane à l'extérieur. Ils ne ramènent pas les recettes. Ils vendent le bois, ils vendent le cacao, ils ne ramènent pas. Et après, on nous dit que nous sommes endettés. Pourquoi on n'a pas de devise? Nous sommes endettés, on n'a pas de fonds. Voilà des sujets sur lesquels on attendait. Et aussi, il y a le problème de la restructuration économique. Le président de la République, par exemple, a lancé une dynamique de la restructuration économique au Cameroun. La restructuration économique, c'est vrai, beaucoup de personnes ont pensé que c'est le fait seulement de transformer nos ressources naturelles sur place. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que, étant propriétaire de toutes ces ressources, il est temps maintenant qu'on puisse les financiariser. Puis la financiarisation, c'est quoi? C'est la vente à terme de nos ressources. Ça veut dire quoi? On ne vend pas les ressources en tant que telles. On ne signe pas de faux contrats d'exploitation avec les Chinois. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des actifs financiers sur nos richesses naturelles. À l'aide de ces actifs financiers, on va lever les fonds sur le marché global. Et ces fonds-là vont nous permettre de créer des infrastructures chez nous. L'État d'Israël le fait pourtant avec nos ressources. L'État d'Israël détient 320 contrats de concession minière avec le Cameroun. Vous avez vu une entreprise israélienne au Cameroun venir exploiter le fer ou quelque chose? Et quoi, en Israël, je ne pense même pas qu'il y a une industrie de sidérurgie. Qu'est-ce qu'ils font? Ces contrats de concession les servent de garantie pour lever les fonds sur le marché global. Le marché global est très différent de ce qu'on connaît avec les arnaqueurs de la Banque mondiale, du Fonds monétaire. Le marché global, c'est quoi? C'est ces tontines qui sont créées par toutes les entreprises occidentales, pour avoir des compléments de retraite
sur le personnel. C'est-à-dire, chaque entreprise crée ce qu'on appelle un fonds d'investissement des risques, c'est-à-dire une retraite complémentaire. Et pour fructifier cette retraite complémentaire, ils mettent cet argent à la disposition du monde entier. C'est-à-dire, le Cameroun aujourd'hui a besoin de construire une centrale de 250 milliards. On met en place une ingénierie de création des actifs financiers sur nos minéraux. L'organisme chargé de gérer ces actifs va contacter. Et c'est d'ailleurs ce que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international font. Et ils vont négocier avec ces fonds d'investissement à notre place. Au passage, ils récupèrent leur commission et ils viennent nous prêter cet argent. Vous voyez, alors que nous-mêmes, on peut bien le faire. D'accord. Voilà, à Merci. peu près les sujets sur lesquels moi j'attendais. De ce 15e sommet. Voilà. Que ceci soit abordé. Mais vous avez commencé par dire que c'est du déjà vu. C'est votre impression aussi, Ferdinand Malamso? Oui, mais vous savez, ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Vous avez 60 ans et on vous dit que vous êtes jeune. Vous ne pouvez rien faire chez vous. C'est les autres qui doivent décider à vos places. Vous voyez que ça fait bizarre et c'est unique en son genre. On dirait que nous, les Africains, nous sommes maudits. Comment ça? Sinon, comment comprendre qu'à plus de 60 ans, c'est une autre personne qui doit détenir votre porte-monnaie. Vous ne l'avez pas. Si vous voulez acheter quelque chose, vous êtes obligé d'aller le voir, d'aller lui dire que je veux acheter tel. Maintenant, au gré de ses intérêts, il peut vous dire que bon, vous faites même quoi avec. Bon, il peut vous donner un peu. À la limite, il peut dire que non, ça c'est le gaspillage, je ne vous donne pas. Et ça, vous voyez que c'est un problème. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ça. Et c'est un problème pour nos pays. Ok. Aussi simplement comme ça. Oui. Donc, pour vous, la CEMAC, véritablement, son rôle n'est pas celui dont il le joue aujourd'hui, Non, mais 60 ans plus tard. Normalement, dans un sommet comme celui d'hier, tous les constitutions devaient être revenus pour nous parler de notre monnaie, de l'autonomie de notre monnaie. On ne peut pas aujourd'hui, après 60 ans, dire qu'il doit y avoir un compte d'opération quelque part où tous nos devises doivent être là-bas et on doit le gérer là-bas. Non, ce n'est pas possible. Une monnaie ne doit pas être rigide comme ça. On nous dit que le CFA est adossé sur l'euro. Mais vous avez vu ces derniers temps qui est garanti par la France. Vous avez vu que, regardez la parité maintenant, euro-dollar ou bien euro-CFA ou bien dollar-CFA. Alors, où est donc la France? Vous voyez, à un temps, on nous disait que la parité était de 655 1 euro avec le CFA. Et c'est la même chose avec le dollar. Mais maintenant, allez sur le marché, vous allez voir ce que ça donne. Où est donc la garantie? Bien, Maître Maillot, voilà le 15e sommet qui s'achève. Pour les deux premiers intervenants, ceux-ci pensent que la CEMAC n'a véritablement pas joué son rôle ou alors serait même passé à côté de la plaque parce que les attentes n'ont pas été mises à jour à travers une expression volontaire et même ouverte, libre et visible, je dirais palpable, de ceux qui sont sur les manettes et qui ont laissé totalement à côté ce pourquoi et sur quoi on les attendait. Oui, voilà, les attentes peuvent diverger. Naturellement. Entre ceux qui regardent faire et ceux qui font, les attentes sont divergentes. Voyez-vous, la CEMAC a ses forces et ses faiblesses. J'ai vu un sommet qui nous a servi, je ne n'allais pas dire une circonstance d'exhibition des chefs d'État. Je ne le dirai pas, ce serait grossier de mon âge de venir dire que c'était, n'est-ce pas, une occasion d'exhibition. On a eu droit aux coupures, à l'arrêt de la circulation, on nous a barré les routes. On a vu les chefs d'État et d'autres, les chefs d'État bien habillés, scintillants. D'autres ont même passé des nuits à Yaoundé. Ils ont encore repassé. Vous savez, quand vous avez assisté à un sommet, on vous a servi de la bonne vipère et que ce n'est pas encore fini. Vous pouvez encore endormir pour terminer la marmite. C'est une bonne chose. Parce que, voyez-vous, ça peut faire rigoler, mais voyez-vous, le Cameroun est une terre d'hospitalité. Oui. C'est-à-dire, on sait accueillir, on sait donner de l'hospitalité à nos étrangers. Et beaucoup de
nos voisins, pays voisins, quand ils arrivent ici, beaucoup d'entre eux savent que sont quand même dans un autre pays où il fait beau vivre. Donc, c'est normal. Monsieur Issomba a mis le pied sur le trier tout à l'heure en dénonçant le côté de la monnaie. Voyez-vous, je suis ravi de ce que monsieur, son Excellence Archange Touadéra ait succédé, n'est-ce pas, à son père, le président Paul Biya, à la tête, n'est-ce pas, de cette communauté. Mais moi, je voudrais parler ici de l'intégration sous-régionale. Lorsqu'on nous a parlé de la CEMAC, lorsqu'on nous parle de la CEMAC, on nous parle de la libre circulation des biens et des personnes. Il fallait que les chefs d'État s'y penchent. Que ça ne soit pas juste du verbe, que ça ne soit pas seulement de la parole, que ça soit effectif. On ne peut pas dire aujourd'hui, comme pays, comme la Guinée équatoriale, se mettre à ériger les barrières en fraude même de la législation de la CEMAC. Du petit fait que s'il y a eu un bagarre entre un Camerounais et un Guinéen, on a fermé ils ont fermé Qu'est-ce que la Guinée équatoriale a même que le Cameroun n'a pas? Qu'est-ce que la Guinée équatoriale a fait que le Cameroun ne peut pas faire? La Guinée équatoriale même c'est quoi? Si on prend seulement Yaoundé, Douala et Bafoussam, on fait la Guinée équatoriale? Mais c'est tout un pays, quand même. Mais c'est un pays, mais voyons, le Cameroun est chosifié au niveau de la sous-région comment? Alors qu'aujourd'hui, lorsque vous venez au Cameroun, M. Ifangono, vous retrouvez tout ce que les autres n'ont même pas chez nous. Quand vous partez par jour, par exemple le cas du Tchad. Le Tchad est en moitié dans le désert. L'autre côté est dans soit c'est le steppe, soit un peu la savane et autres. Mais nous sommes riches en eau par rapport au Tchad. Quand vous prenez par exemple le cas du Gabon, mais je vous dis que le Gabon c'est... On a suffisamment d'eau potable. Attendez, Ce n'est pas de ça. je dis en termes de rivière, de fleuve. Mais alors, quand nous prenons par exemple le cas du Gabon, en termes même de population, mais le Cameroun ne fait pas, je crois, 10 millions d'habitants. Le Gabon ne fait pas 10 millions d'habitants. Même la Guinée équatoriale ne fait pas 10 millions d'habitants. Quand nous prenons par exemple la Centrafrique, mais pour la Centrafrique, Yaoundé et la France. Bangui, c'est rien que, c'est-à-dire que si on pense seulement à la poste centrale et ses environs, c'est tout Bangui. Mais je vais vous dire une chose. Le problème, ce sont les autorités camerounaises qui ne veulent pas valoriser elles-mêmes le Cameroun. Le Cameroun ne devrait pas être la source, ne devrait pas être la merci de tout le monde. Nous avons le pétrole, nous avons les essences forestières, nous avons tout ce qu'il faut pour que ce pays soit développé et que le Camerounais soit content de rester chez lui. Et donc de partir vagabonder en Guinée équatoriale. Mais mon Dieu, au temps du président Aïdjo par exemple, n'est-ce pas, ce sont les Guinéens qui mangeaient dans notre main? Même jusqu'à 1980-90, ce ne sont pas ces Gabonais, même maintenant, ils ne se ravitaillent pas chez nous. Alors, on a parlé maintenant de la monnaie. Parlons-en. Vous voyez, lorsque le président tchadien, le feu Idriss Déby, a parlé à ses pairs de la question de la monnaie, mais il a été tué. Je comprends peut-être la situation, la posture des chefs d'État actuels. Peut-être qu'ils ont peur d'être tués. Parce que, voyez-vous, on dit que quand Kadhafi a évoqué, c'est-à-dire que la création d'une monnaie africaine, la France lui a dit, bon, ok, comme tu parles de la monnaie africaine, donc tu veux nous enlever la nourriture dans la bouche, on te tue. Mais il faudrait que les présidents africains comprennent qu'il est temps de sortir du joug du colonialisme. C'est un colonialisme qui perdure. Nous condamnons nos enfants à des générations et générations. Nous condamnons nos enfants. Quelle est cette sous-région où les chefs d'État ne se rencontrent que pour manger la vipère? C'est-à-dire que on nous a fait sortir, écoutez d'abord, laissez-moi parler. La dernière fois, on nous a fait sortir une monnaie là, avec les faux billets. Vous pensez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Avec la monnaie qu'on nous a fait sortir là, monsieur le professeur Onando a dit l'autre jour que parmi ses réalisations, il nous a servi des nouvelles coupures. Ce n'est pas faux quand même. Qu'est-ce que ça a changé? Mais vous voyez, aujourd'hui, nous avons dit sur ce plateau un jour, lorsqu'on nous a parlé de nouvelles coupures, on se serait peut-être attendu que
Quand nous sortons les coupures même de 100 francs pour résoudre le problème de la petite monnaie. Aujourd'hui, il n'y a plus le pièce de 100 francs. C'est-à-dire que l'économie est bloquée. Maintenant, la dette extérieure que l'économiste, M. Essomba, évoquait là tout à l'heure. Mais nous sommes même encore en train de demander de l'argent au FMI. Nous ne faisons que faire les courbettes. Mais attends, nous avons les richesses propres à nous. Quand on vend le pétrole, l'argent là part où? Quand on vend toutes les exportations, là, l'argent part où? Pourquoi il y a un manque de devises? Mais nous sommes où là? Est-ce qu'à un moment donné, on se demande même que, est-ce que, bon, le chef de l'État, c'est un bâtisseur, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui nous a parlé de l'émergence du Cameroun en 2035. Mais nous sommes aujourd'hui en 2023. Il nous reste jour J moins combien? Donc nous allons attendre 2035 pour manger? Nous allons attendre 2025 pour envoyer nos enfants à l'école? Nous allons attendre 2035 pour faire quoi? Hier, si aujourd'hui, les Camerounais vont en Guinée équatoriale, mais la Guinée équatoriale s'est développée hier, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas, c'est 50 ans. Non, il faudrait vraiment, quand vous m'entendez le dire, en fait, ce sont les pleurs. Ce sont les pleurs d'un Camerounais qui voit son pays en train de s'enfoncer, de s'engouffrer. D'accord. Vous avez une revendication personnalisée en tant que Camerounais, on vous comprend. Mais nous parlons quand même de la CEMAC, Yaya Bello, pour ce qui est dit ici. On nous fait comprendre que véritablement, on n'a pas fait ce qu'on attendait. On serait même passé à côté de la plaque pour le 15e sommet. Alors, je crois que en tant qu'homme politique, et même votre émission, la télé, c'est d'abord à titre pédagogique. Il faut dire certaines choses pour que nos compatriotes soient quand même informés. Parce que j'ai entendu dire beaucoup de choses ici, que les chefs d'État sont venus manger de la vipère et autres, pourquoi pas. En fait, il faut déjà préciser que ce qui s'est tenu à Yaoundé le 17 mars 2023, c'est la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Parce qu'il faut dire que la CEMAC c'est quoi? C'est une organisation sous-régionale qui a des organes et des institutions. Les organes, c'est quoi? Les institutions, c'est quoi? C'est l'objectif dont on veut atteindre. Parmi ces institutions, il y a l'Union monétaire, il y a l'Union économique, il y a le Parlement, etc., etc. Maintenant, il y a donc des organes de la CEMAC qui sont donc chargés de mettre en œuvre, d'atteindre ces objectifs, c'est-à-dire l'Union monétaire, l'Union économique et autres. Parmi ces organes figure en tête la conférence des chefs d'État, qui peut se tenir en session ordinaire ou extraordinaire. Rappelons que sous la présidence de Paul Biya, à la tête de cette conférence, Paul Biya a convoqué 2 sessions extraordinaires ici à Yaoundé. Il y a donc la conférence des chefs d'État qui peut se tenir, comme je le disais, en session ordinaire ou extraordinaire. Il y a la commission, je crois que c'est le président même, le président actuel est même sortant. Il y a la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Il y a des institutions, des organes en charge de mettre en œuvre. Donc, puisque nous parlons de la conférence des chefs d'État qui s'est tenue en session ordinaire, ce n'était pas une balade, c'est-à-dire que les présidents ne s'ennuyaient pas et ils se sont dit, ok, on se retrouve à Yaoundé, on mange la vipère. Personne n'est pas de cela ici, hein, qu'il est question. Jusqu'ici. Donc, il y avait beaucoup de sujets à l'ordre du jour, parmi lesquels la question monétaire. Et vous avez vu, parmi les résolutions qui sont sorties de cette conférence, je crois la deuxième résolution a dit où on en est avec cette question monétaire. Donc, la conférence des chefs d'État a reçu un rapport conjoint de la BEAC et de la commission de la CEMAC sur l'état d'avancement des préparatifs pour l'amélioration, pour la modification du rapport sur l'accord entre la France et la CEMAC. Donc, les chefs d'État ont donc demandé, la conférence des chefs d'État a demandé donc à la BEAC et à la BEAC, la commission, de transférer ce rapport au ministre des Finances et d'économie
des pays de la CEMAC pour continuer à réfléchir et à envoyer donc un plan à court et à moyen terme en vue d'améliorer les accords. Voilà ce qui a été dit. Bon, est-ce que donc ceci rencontre l'adhésion des peuples, des populations de la CEMAC? Je pense que non. Peut-être la vitesse de l'amélioration l'application de de cet accord monétaire entre la France et le Cameroun fait problème. Parce qu'il faut aussi le dire, je crois que l'économiste l'a souligné tout à l'heure, la question monétaire, elle est très cruciale. Parce qu'on ne quitte pas une monnaie comme si on changeait un billet de 5 000 en 10 000. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La monnaie, c'est quoi? La monnaie, c'est le billet là, qui circule là. Ce n'est qu'un papier comme celui-ci. Si on le déconnecte des réserves en devises et en or stockées, parce que la monnaie c'est le stock placé à la banque centrale. Les devises, je crois que c'est comme ça que les économistes l'appellent, les devises et l'or. Donc, ce qui est logé à la Banque de France, au Trésor français, dans ce qu'on appelle compte d'opération, c'est nos devises en or et enfin, l'argent, parlons simplement, c'est l'argent et de l'or qui sont stockés à la Banque de France. Je crois que c'est quoi, 5 000 milliards ou quelque chose comme ça. Donc, tout est là. Le débat souveraineté des politiques et autres panafricanistes repose là. Pourquoi aujourd'hui, plus de 63 ans après les indépendances, notre argent est stocké au Trésor français? Pourquoi, rendu à plus de 63 ans après les indépendances, les pays africains les pays africains qui utilisent cette monnaie ne fabriquent pas encore leur propre monnaie? Parce que la fabrication de la monnaie est une des missions régaliennes d'un État. Parce qu'un État qui ne fabrique pas sa monnaie n'a pas un levier de politique monétaire, comme par exemple le contrôle de la masse monétaire qui circule, par exemple. Donc, pourquoi donc c'est là? Dans l'accord, dans l'accord monétaire entre la France et ces pays, la France garantit au franc CFA la convertibilité et la parité fixe. Voilà. Maintenant, la contrepartie est que les pays africains qui utilisent le franc CFA doivent déposer des réserves en devises et en or à la Banque de France. Voilà donc la contrepartie. Ne démarrez donc pas à la France, c'est qu'elle va faire de ce stock-là qui est déposé. Je crois que le problème n'est pas le même pour la zone UEMOA en Afrique de l'Ouest. Je pense que de ce côté, leur stock, je passe sous le contrôle de l'économiste, je pense que leur stock de réserves en or leur est rapatrié. Le problème se pose plus avec la zone CEMAC. Donc maintenant, la grande question, est-ce que nous avons donc les capacités aujourd'hui de mobiliser de fonds en devises et en or pour déposer dans notre banque centrale et avoir notre propre Et c'est dire c'est terminé, on peut voler de nos propres réserves. La question, parce que s'il est question de déposer, de mobiliser 20 000 milliards, par exemple, pour que nous ayons notre monnaie, parce que l'Américain qui vient au Cameroun, qui utilise le franc CFA, c'est parce qu'il sait que vous avez un stock en devises et en or qui est stocké à la banque centrale, et donc qui peut avoir confiance à votre monnaie. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas avoir confiance. Donc, est-ce que donc la CEMAC peut mobiliser, par exemple, 25 000 milliards qu'on stocke à la BEAC pour qu'on ait notre monnaie? Je ne pense pas. C'est encore là. Parce que l'économiste vient de le dire, et c'est bien d'avoir un économiste sur le plateau, la CEMAC a plus de 20 000 milliards de dettes à l'extérieur. Le Cameroun, à lui seul, a déjà plus de 10 000 milliards. Donc, s'il faut mobiliser 25 000 milliards pour stocker à la banque centrale, pour que nous ayons notre monnaie, sommes-nous capables? Je ne pense pas. Donc, peut-être c'est ça qui pourrait expliquer cette vitesse-là, qui est très lente pour les populations de la CEMAC, et c'est tout à fait compréhensible. Donc, moi, je crois que le vrai enjeu, il est là. Merci pour Yaya Bello. L'enjeu de ce sommet est bel et bien là. Nous allons prendre quelques réactions des téléspectateurs avant de faire un autre tour de table. Bonjour le plateau.
Ce sommet avait pour but, en premier, du passage du Fagnon au président Touadéra, en second, l'insécurité en zone CEMAC et enfin la position de nos réserves monétaires dans les banques françaises. Peut-être aussi l'adoubement de Franck Biya aux prochaines élections. C'est Eric du vrai RDPC. Donc il y a un faux RDPC. Malheureusement, je ne sais pas à qui je peux poser cette question sur le plateau. Qu'est-ce que vous voulez réagir? Il faut dire que le passage du témoin entre le président Paul Biya et Archange. Et Michel Archange, le président de la Touadéra, le président de la Centrafrique, c'est statutaire. Il est dit que le passage se fait par ordre alphabétique. Donc après Paul Biya, c'est un ordre, après lui sera. Donc c'est statutaire. Ce qui s'est passé là, ça ne relève pas du hasard. Et puis il faut aussi ajouter, sans monopoliser la parole, il y a des mandats qui sont finis. Là, par exemple, le mandat du président de la commission qui est expiré. Son pays va proposer un autre parce que là aussi c'est la rotation par ordre alphabétique. Bonjour, s'il vous plaît, il faut demander à vos invités de faire preuve de modestie. Souvent, dire que les autres pays de la CEMAC ne sont rien comparés au Cameroun, c'est quand même insultant pour les autres. C'est Moussa Yaya, l'homonyme de l'autre. Merci à vous, très cher Moussa. Bonjour à tout le panel. Affirmer que les chefs d'État sont venus manger la vipère est inapproprié. Cabral Libi... reçu par son homologue député, Nouran Foster, avait aussi mangé. Le Japon est le pays le plus endetté au Fonds monétaire international, sauf que cette dette est intérieure. Les hommes d'affaires japonais sont les principaux bailleurs de fonds du Japon. Quant au Cameroun, certains hommes d'affaires prospèrent. Vous trouvez qu'ils sont gênants? Ça, c'est votre point de vue sur le plateau. Merci. Merci également à vous. On va aller une fois de plus avec quelques messages. Bonjour à vous. Je pense pour moi que ce sommet avait tout son sens et ce qui a été dit doit être simplement enrichi par vous qui êtes sur le plateau. Mais je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Sauf que Ferdinand, vous avez suivi avec attention et comme vous le savez, tous les autres intervenants sur le plateau, il y a quand même un problème qui se pose au-delà de la monnaie que vous avez également évoqué. Maître Mayo a appelé que le problème de libre circulation devrait également être avec un gros ventre, c'est-à-dire dans la réflexion pour voir comment est-ce que la libre circulation peut être effective. Il a cité il y a quelques mois, on avait les échos en provenance de la Guinée équatoriale pour ce qui est des compatriotes camerounais qui ne trouvaient plus le sommet de ce côté. Mais comment comprendre donc pour des États qui sont censés faire autre ensemble qu'il y ait ce genre de comportement? Je pense que c'est sur ce point que vous voulez justement s'appesantir, Maître Mayo. Merci. Merci. Vous savez, ça c'est le paradoxe de la CEMAC. On ne peut pas comprendre que nous disons que nous avons les mêmes règles, nous avons les mêmes lois, nous devons vivre ensemble. Bon. Mais maintenant, une fois que l'autre a, je ne sais pas, a quelques plus par rapport à l'autre, il trouve que non, l'autre va venir faire ceci, l'autre va venir faire cela. Vous savez, on trouve les Camerounais de malhonnêtes parce que quand les Camerounais se retrouvent là-bas, on trouve qu'ils sont malhonnêtes, ils sont ceci, ils sont cela. Alors, tout ça, ça devait être débattu à des niveaux très élevés. Mais malheureusement, personne ne s'assied. On s'assoit comme Maître venait de le dire. On fait ce qu'on a à faire et puis on rentre. Alors que les problèmes de fond sont là. Nous, les Camerounais, aujourd'hui, nous sommes très frustrés par rapport à tout ça parce que ça devient redondant. Chaque temps, les Camerounais sont tabassés en Guinée. Chaque temps, les Camerounais sont tabassés au Gabon. Or, je ne sais pas, ces pays-là ne sont pas aussi économiquement viables que le Cameroun. Mais maintenant, il faut que le Cameroun nous protège. Parce que, effectivement, moi je comprends que le Cameroun ne nous protège pas. Partout où nous allons, chez nos frères, nous sommes toujours taxés de malhonnêtes. Et là, cette affaire, moi je pense que nos dirigeants ne prennent pas ça à bras le corps. Et il faut qu'ils s'apaisantissent sur cela.
Bienvenue et Somba. Au-delà justement de cette affaire de la libre circulation, vous avez suivi Yaya Bello et grainé aussi un certain nombre d'aspects qui, ma foi, peuvent rentrer dans la lenteur visible du processus d'une autonomisation de la monnaie africaine, pas africaine d'une manière générale, mais des pays de la zone CEMAC. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui peut être un objectif visé par le 15e sommet, mais qui aujourd'hui pourra avoir ses fruits tard, parce qu'on dit mieux vaut tard que jamais. Oui, M. Bello lui-même, il a dit, l'UMOA a déjà récupéré son compte d'opération. Pourquoi la CEMAC ne l'a pas encore récupéré? On ne crée pas une monnaie sur... par coup de décision politique. La monnaie, ça se conçoit d'abord techniquement. On ne crée pas une monnaie par coup de décision politique. Oui. Ça se conçoit d'abord techniquement. Et techniquement, chaque pays est capable de soutenir, de créer sa monnaie. Ça ne dépend pas de politique. Si ça dépendait de... Comme ça a dépendu de politique depuis 63 ans, nous y sommes. Alors que d'autres pays, moins nantis que le Cameroun, ont créé les monnaies depuis l'indépendance. Le Cameroun est capable de créer la sienne, vous le dites? Oh, vous m'étonnez, M. Fangon. Non, je pose des questions pour que nous soyons tous au même... Si des pays comme la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée-Conakry, le Rwanda ont leur propre monnaie, qu'est-ce que vous reprochez au Cameroun? Le manque de ressources humaines? Le manque de richesses? Moi, je ne comprends pas. M. Bello l'a dit. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui constitue les devises et les réserves extérieures? C'est les devises et l'or. Mais ce qui m'a quand même surpris dans son raisonnement, il dit que le Cameroun et l'Afrique centrale ne sont pas capables de constituer des réserves extérieures pour soutenir une monnaie. Et lui-même, il dit bien qu'on a plus de 5 000 milliards. Moi, je dis même que c'est 2 fois plus. 5 000 milliards dans le compte d'opération. Je parle du Cameroun, pas de la CEMAC. La Guinée équatoriale, je crois, on a pour 8 000, ainsi de suite. Mais on n'a même pas besoin de cette monnaie qui se trouve, de ces réserves qui se trouvent comme des façons pour créer notre monnaie. On a un potentiel économique déjà suffisant. C'est pour ça que le président Touadéra, c'est vrai que je trouve que lui, il a pris un chemin risqué, a décidé de créer la crypto-monnaie. Parce que c'est la valeur de tes ressources naturelles qui crédibilise ta monnaie. Tu ne pars pas acheter, tu ne te lèves pas chez toi, tu dessines sur un bout de papier, tu vas dire aux Américains que voilà la monnaie, donnez-moi vos richesses. Non. Tu valorises tes ressources. J'ai dit tout à l'heure que si on arrive à financiariser, ne serait-ce que le Cameroun, c'est 350 terres rares. La Chine, qui est deuxième mondiale en termes de terres rares, n'en compte que 30. Si on réussit seulement à valoriser, c'est-à-dire à créer des actifs financiers sur quelques gisements de terres rares qu'on a au Cameroun, ça là seul suffit pour qu'on lève de fonds suffisamment en termes de milliers de milliards de francs pour faire ce qu'on veut faire au Cameroun. Pire encore, nous avons l'or. Quand les Français viennent, on a vu, je ne sais pas si tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est vrai. On a vu des soldats français qui, en Centrafrique ou bien au Mali, passent le temps à creuser la terre pour lever des lingots d'or. C'est pourquoi? C'est pour aller soutenir l'économie française. Ce n'est pas pour aller vendre aux fabricants des bijoux. Non. C'est pour aller constituer des réserves pour la France, à la Banque européenne. Et si on n'a pas d'or, M. Bello, on n'a pas d'or. Si on n'a pas de devises, des réserves extérieures en dollars, on peut en avoir en termes d'or. Vous voyez? Donc, c'est un débat. Vous, les politiciens, vous posez trop de problèmes sur la monnaie. Est-ce que non? Les dirigeants de la CEMAC, moi, je suis surpris. Moi, je crois que les dirigeants de la CEMAC étaient plus courageux que ceux de l'UMOA. Mais quand je vois aujourd'hui que nous, on continue à freiner les quatre fers, alors que l'UMOA ne fait qu'avancer, je crois que c'est parce que l'UMOA a une très grande puissance voisine qu'on appelle le Nigeria. Ils sont obligés, mais aussi, ils sont aussi influencés par le Nigeria.
Par exemple, je vais revenir un peu sur la libre circulation. Allez-y. Mais, vous savez, un Américain se lève le matin. Quand il se sent gêné, il met ses babouches avec sa culotte jean, son tricot percé. Il va prendre l'avion, il descend partout, il veut aller en Europe. Il prend son passeport américain, on dit entre. Parce qu'on sait qu'il apporte l'argent, il a une carte de crédit qui pèse. Toi, tu vas partir du Cameroun pour aller commander les grains de riz en Guinée. Pourquoi tu veux que les Guinéens te laissent entrer chez eux? Le Cameroun, c'est le plus grand. L'Afrique centrale, c'est 16 000 milliards de masse monétaire. Le Cameroun, c'est en compte 6 000. Si tu veux aller en Guinée, va en Guinée avec ta carte de crédit. C'est pas pour aller déranger les Guinéens, les braquer la nuit, le jour, et puis vous ne voulez pas qu'on vous chasse. Le Cameroun, Monsieur Sema, vous n'êtes pas en train de dire que s'il y a l'insécurité en Guinée concernant les braquages, ce sont les Camerounais. C'est d'abord les Camerounais. Moi-même, président de la Guinée, je vais les chasser tout le temps. Oh là là. Notre pays refuse d'assumer son leadership économique en Afrique centrale. C'est les Guinéens, malgré leurs pétrole, qui devraient venir chercher les moyens de vivre chez nous. Pourtant, les populations assument. Hein. Allez au marché de Kiossi. Tous ces plantains qui passent ici chaque jour dans les camions, l'État subventionne quel planteur dans l'Ombam, à l'Est? Les populations, eux, ils assument. Mais c'est la bureaucratie qui ne veut pas assumer. La bureaucratie n'assume pas l'intégrité. Moi, je dit que l'intégration, pour moi, c'est un faux concept. La bureaucratie n'assume pas la fusion. Et je vais vous dire, au Gabon, on ne pourchasse pas les Centrafricains, par exemple. Il y a quelques années, le Gabon a lancé un recrutement massif des anciens du secondaire. Ils avaient précisé ressortissants centrafricains. Tu es Camerounais, tu vas m'amener ton docteur, on te dit non, tu n'enseignes pas dans nos lycées. On veut les Centrafricains. Donc pourquoi? Parce que ce que les gens attendent du Cameroun, notre gouvernement, notre État ne le fait pas. D'accord. Ces gens-là veulent. Tout le monde aimerait avoir un grand pays économiquement fort comme nous, on a le Nigeria. Pourquoi on laisse 4 millions de Nigérians vivre ici? Parce qu'ils sont utiles pour nous. Tu crois que ces 4 millions de Nigérians qui sont ici n'étaient pas utiles pour nous? On n'allait pas les chercher chaque jour. Et aujourd'hui, le Nigeria est le premier fournisseur du Cameroun. On sait que du côté Nigeria, c'est là-bas qu'on retire l'essentiel de la marchandise qui entre chez nous. Et nous, on est là, le Nigeria, attend chaque jour du Nigeria, je dis, fournez. Dernièrement, j'ai eu une séance avec le président de la Chambre de commerce qui me disait que les hommes d'affaires nigériens sont venus le voir. Ils veulent 10 millions de têtes de porc chaque année. Les Nigériens qui demandent au Cameroun à travers la Chambre de commerce. 10 millions. Le Cameroun peut produire 10 millions de porcs. Et est-ce que les terres manquent? Est-ce que les pâturages manquent? Est-ce que les financements manquent? Mais les gens ne veulent pas. Les gens ont confondu le libéralisme au libertinage. D'accord. C'est-à-dire, on met les fonds en place pour que les gens entreprennent des initiatives individuelles pour créer la prospérité. Bon, on ne sait pas comment ces fonds-là disparaissent. Oui, maître, il y a un téléspectateur qui a dit que ce n'était pas bien de penser que le chef d'État était venu juste pour manger de la vipère. Et moi, j'ai pensé que c'était votre figure de style de dire combien de fois ils étaient bien dans leur peau, sachant qu'ils sont au Cameroun. Mais la question qui revient, c'est quand on parle justement de ce cas de libre circulation que vous avez voulu vous-même évoquer, et on regarde ce qui se passe, ce qui se fait autour de ces pays-là, on dirait que le Cameroun serait justement dans la famille des tubercules, la patate qui a accepté qu'elle soit mangée crue. Alors, heureusement que vous avez tout dit. Et même les interventions qui sont venues après moi m'ont donné raison, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en réalité, j'ai un langage peut-être cru, mais il faut dire la vérité. Lorsque je dis manger la vipère, c'est une figure. Je n'ai pas vu leur table. D'ailleurs, je ne les envie même pas. Moi, je mange mon tapioca et c'est-à-dire que je me galvanise avec, au mieux, je préfère ça que de regarder, que d'avoir de longs yeux sur ce qui me concerne. Donc, c'était une image. Alors, vous avez tous dit sur ce plateau qu'en réalité, et vous venez de le dire, que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue.
En réalité, lorsque j'ai parlé du problème de l'intégration, concernant typiquement le problème qui existe au niveau de la frontière du Cameroun et la Guinée équatoriale, je me suis insurgé pour demander que, mais qu'est-ce qui se passe tout le temps où les Camerounais sont refoulés? Tout le temps, c'est le Guinéen qui érige les barrières pour dire que vous ne passez plus. Et je suis revenu pour dire qu'en réalité, c'est parce que le Cameroun même se plaît dans cette situation. Parce qu'en réalité, si les Camerounais se sentaient à l'aise chez eux, ils n'iraient pas commander en Guinée équatoriale. Et j'ai rappelé qu'il y a de cela quelques temps, ces gens mangeaient chez nous. C'est ce que j'ai rappelé. Alors, vous me posez donc cette question aujourd'hui. Vous pensez, que M. Le Sombala dit là tout à l'heure. Alors, le Cameroun, nous avons toutes des potentialités. Je vous ai dit que nous avons un sous-sol riche. Et il a fait maintenant, il lui parle n'est-ce pas, de l'élevage. En réalité, le Cameroun devrait se sentir à l'aise au Cameroun pour ravitailler la sous-région. Parce que je vais vous dire une chose. Si par exemple, on fait dans la culture du manioc, pour ne faire que le couscous, la farine et peut-être la farine qu'on appelle encore le tapioca, on peut le couler en Guinée équatoriale, on peut le couler au Gabon, on peut le couler au Tchad, on peut le couler. Mais je veux dire que la culture seule du manioc. Mais attends, vous connaissez les terres arabes que nous avons au Cameroun, les terres cultivables qui reçoivent de la culture du manioc seulement au Cameroun. Si nous prenons par exemple la banane plantain, mais mon Dieu, le Cameroun est hyper riche. Mais le problème, c'est l'échec des politiques publiques. Les politiques publiques en matière d'agriculture ne donnent pas. On va vous dire aujourd'hui, bon, on a financé, on a donné combien de milliards pour expérimenter le blé. Alors que nous avons des substituts du blé pour faire la farine. Vous pensez que si la patate peut faire la farine, alors que nous plantons déjà la patate, pourquoi ne pas promouvoir la culture de la patate? Si nous savons que du manioc on peut avoir la farine, pourquoi ne pas promouvoir? C'est-à-dire que on crée les vraies associations, les vrais GIC et autres structures. On donne de l'argent, on finance l'agriculture et il ressort de là, n'est-ce pas, un produit intérieur brut. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas se développer avec les importations. On ne peut pas se développer quand on importe. D'autres jours, j'étais au niveau du Canada, on me disait que ces oranges, ce sont les oranges que nous sortons du Nigeria. Les oranges. On vous dit que non. En de telles saisons au Cameroun, il n'y a plus d'oranges, mais ça nous provient du Nigeria. Mais attends, quelle terre nous n'avons pas pour cultiver les oranges qui peuvent produire en saison et en contre-saison? Je vous dis, c'est l'échec des politiques publiques. Il faut que le collaborateur du chef de l'État l'aide au Cameroun. Parce que j'ai dit que si un jour, notre chef de l'État, notre patriarche a un AVC, ça veut dire que c'est son entourage-là, ceux qui ne l'aident pas à nous sortir de l'ornière, parce que ce monsieur a donné toute sa volonté, a montré à travers ses discours et l'orientation qu'il donne pour la gouvernance du Cameroun. Mais il n'est pas compris. Je vous dis que ce monsieur n'est pas compris. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on peut faire, c'est que nous tous, qu'on se révolte en nous-mêmes pour dire, ok, à partir de ce moment, moi je me lance dans l'agriculture. Je ne vais pas aller en Guinée équatoriale parce que le Guinéen n'est pas plus riche que moi, chez lui. Qu'on se dise que nous-mêmes, que nous sommes, n'est-ce pas, des Parisiens au Cameroun. Donc, je ne sais pas ce que je vais encore dire de nouveau. Je dis, il fallait que les chefs d'État se penchent sur la question de l'intégration pour dire à la Guinée équatoriale que, monsieur, nous avons écho de tout ce qui se passe au niveau de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Il faut que ça cesse. Mais il faudrait quand même aussi que la mentalité camerounaise change. Vous ne pouvez pas arriver en Guinée équatoriale et vous érigez en brigand. Il faut que la mentalité change. Vous savez, quand vous arrivez par exemple en France, si on voit un Burkinabé et un Camerounais, on va dire au Burkinabé que par exemple, Camerounais, même si on te dit qu'on te fouille d'abord, parce qu'on sait que vous là, vous êtes tout très fort quand vous arrivez chez nous. Bonjour Jean Bruno, je vous écris depuis le Gabon. La condition sine qua non de la création et la gestion d'une monnaie est la bonne gouvernance. C'est ça? Je suis d'accord avec lui. Oui, d'accord. C'est Hubert qui nous écrit depuis le Gabon. Merci à vous pour votre participation ce matin. Bien, nous allons faire un dernier tour de table pour passer au second sujet. Je vais passer la parole à Yaya Bello. On a tous évacué un certain nombre de faits concernant justement cette 15e session. Mais alors, 2 points essentiels sont restés posés sur la table. Si on s'en tient à ce qui est dit par vos co-panélistes, c'est d'un côté
le problème de la monnaie, l'autonomisation de la CEMAC pour parler de ses États membres en ce qui concerne sa monnaie, mais aussi le problème de libre circulation entre les États membres reste un gros caillou dans la chaussure des Camerounais, et même, je crois, que c'est pour le reste des habitants de ces différents pays. Effectivement, ça c'est les attentes de la population ou du peuple de la CEMAC, si on peut dire comme ça. Là encore, c'est bien Mais oui, je n'ai pas l'impression que le problème de la libre circulation a été... En fait, la question de la libre circulation des biens et des personnes a été évoquée à l'occasion de la revendication de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Je n'ai pas l'impression. Mais la monnaie, la question de la monnaie a été... Je vais revenir sur la question de la libre circulation des biens et des personnes. Je vous en prie. Mais je reste sur la monnaie. Le problème a été évoqué sur deux pans. Le premier pan, c'est la révision de l'accord, comme je le disais tout à l'heure, monétaire entre la CEMAC et la France qui a été amorcée. Le sujet évolue, mais l'évolution ne rencontre pas l'adhésion des populations parce qu'elle est très lente. Elle est très lente. On se demande s'il y a une volonté des chefs d'État de la CEMAC d'accélérer le processus. C'est à questionner. Maintenant, là aussi, je rappelle juste ce que j'ai dit tout à l'heure. Les chefs d'État de la CEMAC ont demandé à la BEAC et au ministre des Finances et de l'Économie de la zone CEMAC de réfléchir et de lui proposer dans un court délai, même s'il n'a pas dit à quel moment, mais dans un court délai, un échéancier. Ok, on attend. Wait and see. Maintenant, une autre question concernant toujours l'aspect monétaire a été évoquée, la question des crypto-monnaies. Parce que vous savez que le débat est en cours dans la zone CEMAC, notamment avec la République centrafricaine qui a opté pour cette nouvelle forme. Parce qu'en fait, les crypto-monnaies ne sont pas une monnaie en réalité, parce qu'elles ne jouent pas, l'économiste peut nous aider, parce que les crypto-monnaies ne jouent pas le rôle effectif d'une monnaie classique, si on peut dire comme ça, mais elle sert quand même, elle peut servir à des transactions à l'international. Donc, la République centrafricaine est le premier État à mettre le pied dans la sauce, si on peut dire comme ça. Même si cette question concerne d'autres pays, parce qu'au Cameroun aussi, vous avez vu, il y a eu des dérives, des escroqueries, les gens se sont plaints de s'être arnaqués. Vous vous souvenez de l'affaire Liep, de l'entreprise Lipal. Voilà, Liep Lipal, vous savez, ça a fait débat. Donc, les chefs d'État de la zone CEMAC ont décidé, après avoir suivi l'exposé du gouverneur de la BEAC sur la question, ils ont réaffirmé leur engagement à rester, à se conformer à l'article 6 de la Convention monétaire qui voudrait que la seule monnaie qui est cours légal soit le franc CFA. Mais, comme d'habitude, ils ont renvoyé la BEAC et autres à réfléchir sur les mécanismes pouvant, à l'échéance, de mettre en place un cadre légal, sans toutefois aussi préciser un échéancier. Parce que quand un politique vous dit, bon, on va voir, entre guillemets, vous pouvez attendre 10 ans ou 20 ans. Donc là encore, nous sommes en train de réfléchir. Et c'est le politique qui parle. Et là, le problème, c'est ça que je dis que le problème avec nos chefs d'État, c'est que nous avons l'impression qu'ils ne veulent pas que l'histoire s'accélère sur l'aspect monétaire. On a tout l'impression que ces gars, qui m'excusent, hein, c'est des papis, nos papis, que ces papis voudraient rester dans la configuration actuelle, n'est pas faire évoluer la situation du franc CFA. Et comme je le disais, ceci ne rencontre pas l'adhésion du peuple de la CEMAC. Maintenant, revenons rapidement sur le problème de l'intégration sous-régionale, notamment en matière de la circulation la libre circulation des biens et des personnes. Je crois que ça reste un objectif, une vision, mais vous savez que dans la pratique, c'est très difficile, même comme des instruments comme le passeport de la CEMAC ont été institués. Aujourd'hui,
vous partez à Libreville, les Camerounais nous suivent. Moi, j'ai voulu aller au Gabon, il ne faut pas qu'on m'empêche aussi d'y arriver. C'était pas facile. Vous arrivez à la frontière, je vous dis, ce n'est pas facile. À Malabo, pour y arriver, vous avez besoin d'un visa. Nous sommes en Afrique centrale. Or, dans un autre sous-ensemble que nous prenons souvent à l'exemple, c'est-à-dire la zone en Afrique de l'Ouest, la zone l'UEMOA, la circulation, vous pouvez quitter de N'Djamena, du Ghana pour du Ghana, le Bénin sans souci. Hein. Sans souci. Vous quittez de Lagos au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, parce que je crois que le Nigeria ne fait pas partie de l'UEMOA, je pense. Mais vous êtes à Abuja, au Nigeria. Vous prenez votre véhicule, vous vous retrouvez au Bénin, sans souci. Vous payez votre transport, vous passez la frontière sans souci. Vous quittez du Bénin, vous partez au Ghana, au Sénégal, sans souci. Mais vous ne pouvez pas quitter de Yaoundé, vous rentrez à Libreville, comme si vous étiez dans la souris. Non, ce n'est pas possible. C'est encore un défi majeur. Là encore, se pose le problème de politique, de volonté politique. Et aussi, le comportement, parce que le Cameroun à lui seul compte plus de 50% de la population de la CEMAC. La CEMAC a environ 61 millions d'habitants. Le Cameroun à lui seul a 31 millions. Plus. Donc, est-ce que vous pensez que la Guinée, qui est un pays d'1 million, ou le Gabon, un pays de 3 millions, n'ont pas peur de se faire envahir, entre guillemets, par le grand Cameroun? Aussi, c'est une autre question. Donc, ici, je crois que quand on se met ensemble dans un sous-ensemble, dans un ensemble, on se fixe des objectifs. Ici, les objectifs sont monétaires et économiques. Mais les pays ne veulent pas perdre leur souveraineté. Il n'y a même pas un projet de la défense, de la sécurité collective. Mais les pays ne veulent pas perdre leur souveraineté. Donc, vous croyez que les Guinéens, là, qui sont 1 500 000, ils peuvent accepter que la Guinée devienne un Cameroun bis? Ils s'effacent, le Cameroun devient la Guinée devient un Cameroun bis? C'est difficile. Le Gabon, là, qui a 3 millions avec tout, vous croyez qu'ils n'ont pas peur de disparaître et de devenir un Cameroun bis? Ça, c'est aussi la question. Merci. Donc, les questions de souveraineté se posent. Maintenant, il faudrait donc que les dirigeants de la CEMAC arrivent à trouver le bon équilibre pour que nous puissions circuler librement de N'Djamena jusqu'à Malabo, de Malabo jusqu'à Bangui, de Bangui jusqu'à Libreville. On vous a compris. Bon après-midi à tout le panel. Les autres pays de la CEMAC dame le pion sur le Cameroun sur le simple fait que le SMIC camerounais est très minable. C'est en bas ça. Depuis dimanche, c'est par Belabo. Lui, il a un autre problème. Il pense que c'est le SMIC qui fait à ce que tous les pays qui sont tout autour du Cameroun marchent entre guillemets sur lui et que la suite ne les intéresse point. Mais nous restons sur les deux aspects qui, ma foi, semblent être les éléments dominants d'un pareil regroupement. Quand on parle des chefs d'État qui doivent réfléchir sur le comment doit être leur pays et même leur population, on parle de la monnaie et de la libre circulation en zone CEMAC. Vous avez essayé de griner quelques blocages qui font à ce que les processus engagés sur les deux aspects puissent atteindre leur achèvement. Mais on a compris que le problème de la libre circulation reste un véritable serpent de mer entre-temps dans la zone CEMAC. Oui, mais les éléments de... Merci, je voulais un peu revenir sur la monnaie et... Je m'interroge, je voulais un peu revenir par rapport à mon voisin le plus proche. Là. Encore des interrogations? Oui, parce qu'il vient de dire que nous sommes incapables de gérer nos devises. Alors, je vais lui poser la question, comment un petit pays comme le Soudan du Sud, qui n'a même pas 10 ans, a créé sa propre monnaie et la gère comment? Moi, je pense que c'est un problème de rigueur budgétaire qui se pose. Ce n'est pas un problème de capacité de gérer telle ou telle masse de monnaie, et ainsi de suite. Il y a des petits pays qui ont leur monnaie et qui les gèrent normalement. Donc, en effet, c'est un problème de gouvernance qui se pose. Il faut qu'on devienne sérieux. Et une fois que nous sommes sérieux, je pense que la CEMAC a des compétences. On a des compétences. On a des économistes et des grands économistes qui sont reconnus partout, dont leurs compétences sont reconnues partout dans le monde. Alors, dire aujourd'hui que
c'est parce que nous sommes encore jeunes pour gérer nos devises. Vraiment, je pense que c'est insulté même à la limite. C'est ce qu'il a dit? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il a dit. Vous n'avez pas compris, si vous permettez. Oui. Donc, moi, je pense que il ne s'agit pas de dire que tel pays a une monnaie ou l'autre. Moi, j'ai posé, c'est une question technique. Je crois que c'est les techniciens qui vont apporter plus de réponses à cela. Mais parce qu'un homme politique aussi doit quand même avoir... un peu plus rapidement, Yaya, je dis ceci. Allons un peu plus, vous dites que le Soudan et petits pays ont leur monnaie. Alors, quand le Soudan veut par exemple acheter du pétrole à la Russie ou aux États-Unis, par exemple, c'est un exemple, vous croyez que le Soudan utilise sa monnaie là? Le Soudan a une monnaie sur laquelle il s'appuie. On parle de parité. C'est la même chose. Donc, la question que moi je me suis posée ici est que si on crée notre monnaie, comment on fait pour garantir la parité fixe que nous avons aujourd'hui? C'est ça la question. Oui. On peut adosser notre monnaie sur un panier d'autres monnaies. monnaies. Je poser la question, Monsieur Somba. C'est possible, c'est-à-dire on crée notre monnaie, on dit bon, avec le CFA c'est terminé, on va s'adosser à autre chose. C'est quoi par exemple? Bello l'a dit à son avant-dernier propos. Tu endosses ta monnaie sur ton stock d'or. Ça voudrait dire quoi? Si le Soudan commande le pétrole de la Russie. Nous sommes en train de sortir du sujet. Oui, si le Soudan commande le pétrole de la Russie, le Soudan peut payer ses stocks de pétrole avec une partie de son stock d'or. Puisque l'or est interchangeable. C'est une valeur garantie sur le marché international. C'est une valeur refuge même à la limite. Oui. Donc si vous avez un stock suffisamment d'or, vous garantissez votre monnaie, et quand quelqu'un vient vous vend, il est sûr que votre banque centrale va payer votre commande, votre facture. Moi, je pense si vous n'avez pas de devises en euros et en dollars, ce que vous dites semble être partagé par notre téléspectateur qui nous écrit. Bonjour, mon cher, on ne peut rien attendre des sommets de la CEMAC en la forme actuelle, car tant qu'on a faim, il n'y a pas de solidarité entre affamés. Commençons d'abord par nous mettre d'accord sur l'investissement en matière d'autosuffisance alimentaire. Maintenant, quand je dis qu'il est à peu près sur votre ligne, nous avons le potentiel. Nos chefs d'État devraient d'abord investir dans l'exploitation du potentiel naturel que Dieu nous a donné gracieusement. Nous avons des chefs d'État ambitieux. Le Cameroun devrait être le cœur de la CEMAC. Les débats sur la monnaie n'existent pas quand on achète tout. Bien, c'est un téléspectateur, mais aussi un très fidèle téléspectateur des programmes d'Info TV. Je voulais tous te dire, 30 secondes je voulais tous te dire que franchement, nous avons un problème de gouvernance. Alors, si nous avons de mauvaises politiques économiques aujourd'hui, c'est ça, les conséquences sont claires. Si aujourd'hui nous n'avons pas à manger, si aujourd'hui nous avons tel problème, c'est parce que nous avons des politiques économiques qui ne sont pas en adéquation avec nos besoins. Que ce soit au niveau éducatif, que ce soit à tous les niveaux, vous voyez que le Cameroun a des problèmes. Nous ne répondons pas. Nous avons un problème criard de gouvernance et nous avons un problème de rigueur budgétaire. Et quand ces deux aspects sont réunis, on ne peut qu'arriver à ces résultats. Ça, on n'a pas besoin de monter ou de descendre pour dire que ceci. D'accord. Donc, nous devons nous réformer nous-mêmes, que ceux qui nous dirigent comprennent qu'ils ont échoué. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Nous sommes déjà à ce niveau? Non, ils ont échoué. Aujourd'hui, les Camerounais ont faim. En tout cas, regardez autour de vous. Regardons autour de nous. Non, ça, je pense qu'il doit se faire une rétrospective claire. Merci à vous, très cher Ferdinand Malamsou. Nous prenons votre conclusion, Maître Mayo, sur la libre circulation. Qu'est-ce qui doit être fait, corrigé, pour qu'au prochain sommet, nous ayons des conclusions véritablement passantes? Il faudrait que la libre circulation des personnes soit effective. Que ça ne reste pas une vue de l'esprit. Il faudrait également que les politiques publiques au niveau du Cameroun soient réalistes. Il faudrait également que les chefs de l'État soient dignes, n'est-ce pas, de bonne gouvernance. C'est-à-dire que, au niveau de la monnaie, je vous ai dit une chose, c'est que
Le président, l'ancien président tchadien, le feu Idriss Ibn là, si ce monsieur vivait jusqu'à ce jour, il aurait eu quelque chose. Parce que ce monsieur ne cessait de parler à ses pairs pour leur questionner, c'est-à-dire pour leur interroger, j'allais même dire pour attirer leur attention sur le fait que nous n'avons pas une monnaie. Mais il a été tué. Bon, maintenant, je ne veux pas questionner la légitimité des chefs d'État de la sous-région. Je ne veux pas le questionner. Mais si un seul instant, il s'avère que certains chefs d'État sont, c'est-à-dire que les alliés de la France, s'il y a des connectivités entre chefs d'État africains et la France, est-ce que vous pouvez vous défaire facilement d'une monnaie qui enrichit la France alors que vous êtes alliés? Par exemple, ça c'est des questions qu'il faut se poser pour peut-être comprendre la chose d'une autre façon. Mais à mon sens, je pense que nos chefs d'État sont élus démocratiquement et donc ne sont pas liés, n'est-ce pas, par une quelconque connectivité avec les Français. Et donc peuvent à tout moment, par une décision politique, bien mûrie économiquement, n'est-ce pas, c'est de faire du franc CFA et faire une monnaie et endosser cette monnaie à n'importe quelle autre, à nos richesses, à une quelle autre devise. Je vous dis qu'en réalité, on peut endosser notre monnaie même au dollar. Nous ne sommes pas aussi, c'est vrai, quand même vrai que l'Afrique noire francophone fait beaucoup plus de transactions avec l'Europe et avec l'Union européenne. Et vous savez que la monnaie en vigueur là-bas, c'est la plus grande monnaie là-bas, c'est l'euro. C'est pour ça que nous sommes condamnés. Mais on peut adosser notre monnaie au dollar et même créer une monnaie si nous avons une forte économie. Pourquoi aujourd'hui, il y a quelques années, on nous disait que le Naira, vraiment, quand vous partez d'ici pour le Nigeria, c'est beaucoup d'argent que vous avez à partir de la convertibilité. Bon, aujourd'hui, c'est le Naira qui est au-dessus du franc CFA. Mais pourquoi? D'accord. Merci, mais je ne saurais conclure cette manche sans toutefois vous donner une dernière fois la parole. Bienvenue en termes de conclusion sur le plan économique en zone CEMAC. Qu'est-ce qui peut nous manquer aujourd'hui, qui doit être ajouté dans le panier afin que économiquement nos pays soient debout? Oui, il faut que la CEMAC s'arrime à l'économie nouvelle. Je l'ai dit, il faut que la CEMAC s'arrime à l'économie nouvelle. C'est ce que le président Touadéra est en train d'essayer de faire. Mais moi, je trouve que c'est un peu risqué. Il faut que la CEMAC... Pourquoi c'est risqué? C'est risqué parce que un pays ne peut pas contrôler, vous appelez ça quoi? Le bitcoin, la monnaie numérique. La monnaie numérique est contrôlée par des superpuissances qui ne sont même pas des États. Oui. C'est eux qui manipulent les logiciels, c'est eux qui possèdent la technologie. Le jeu qui Donc, décide, en un clic, ils vous ne devenez rien. Et ils possèdent votre monnaie numérique et ils viennent prendre, ils vont arracher toutes vos richesses. Alors que si vous financiarisez vos ressources naturelles, c'est vous qui êtes à la manœuvre. Puisque si moi j'achète les actifs financiers sur la Centrafrique, sur un gisement d'or, je peux faire des transactions avec ça. Je peux aller acheter des avions avec ça aux États-Unis, aller acheter des tracteurs en Russie, ou bien aller revendre ça sur le marché financier tant que je n'en ai plus besoin pour avoir les... Vous voyez, il n'y a que la Russie. La Russie a tout un organe. La Centrafrique a un organe qui contrôle ces actifs financiers-là. Vous ne pouvez même pas faire des transactions avec ça sans que l'organisme d'État centrafricain ou bien camerounais interviennent. C'est à peu près comme ça se passe à la bourse de Douala. Vous ne pouvez pas aller vendre, si vous achetez les actions par exemple de la Socapam, je ne peux pas aller vendre mes actions de la Socapam à M. Bello sans passer par l'organisme de bourse. Vous voyez? Mais c'est contraire avec la monnaie numérique. On peut faire des transactions nuitamment sans que l'État soit même au courant. Et l'État se réveille le matin, on lui dit seulement que c'est chaque jour que ces choses-là tombent en faillite en Europe. Chaque jour. Alors, moi je pense qu'il est temps, c'est vrai, les gens disent qu'il faut valoriser nos ressources naturelles, mais pas forcément en passant par les signatures des accords avec d'autres arnaqueurs qui viennent là pour venir prendre une tonne de fer à un tarif dont je ne sais pas. Et nous, ce qu'on oublie, c'est que dans une tonne de fer, il y a le cuivre, il y a le cobalt. Mais quand ils viennent payer ça, ils viennent prendre que le fer. Nous ignorons même que dans la même tonne de fer, là, il y a le cuivre, il y a le cobalt, des métaux très rares qui sont très présents aujourd'hui dans le monde. Et eux, ils viennent nous dire seulement que ce qu'ils paient là, c'est le fer. Voilà. Donc, il faut qu'on pense à vendre nos richesses naturelles à terme. C'est-à-dire,
on le financiarise, on crée des actifs financiers sur nos gisements de ressources, de matières premières, on lève les fonds. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est construire des infrastructures de services publics dans les pays. Vous voyez, quand un pays a suffisamment de routes, suffisamment d'hôpitaux, d'écoles, d'autoroutes, d'aviation, de ports, ce pays-là va décoller automatiquement. C'est-à-dire tout devient facile pour les acteurs économiques de pouvoir prospérer. En ce temps-là, on va atteindre facilement l'émergence. Merci. On prend ce dernier message avant de passer avec les quelques 20 minutes qui vont rester au second sujet qui fait office d'actualité aussi pour le plan de la société. Le bilan du sommet a été positif. Le monsieur qui dit que les Camerounais ont faim dans son village, il a fait quoi? Vous connaissez son village apparemment. Bien, un autre message aussi. Bonjour le plateau. Même si on a notre monnaie aujourd'hui, les détournements vont finir. Et le pays va changer. Je crois que les sujets ne manquent pas sur le plateau. Bon dimanche, ne nous parlez plus de la monnaie. Merci. Merci également pour tous ceux-là qui nous écrivent depuis ce matin, mais qui éprouvent quelques difficultés avec le canal WhatsApp, parce que ça aussi c'est une autre paire de manches, le problème de connexion au Cameroun. Certainement, dans les prochaines éditions, nous en parlerons. Le temps d'une transition pour le retour sur le plateau, d'ici quelques secondes seulement. Merci et bon retour sur le plateau de votre programme Culte, Libre et Expression, tous les dimanches sur Info TV. Nous sommes à quelques minutes seulement de la fin de ce programme, mais nous avons pensé mettre une fois encore ce sujet sur la table, parlant de l'insécurité. Yaya Bello, il y a certains de mes voisins qui n'ont pas voyagé le week-end. Le prétexte pour eux, c'était qu'ils ne voudraient pas être victimes de ceux dont les véhicules ont vu leur pare-brise brisé par les cailloux. Voilà encore un nouveau phénomène qui est né au Cameroun. Un phénomène d'inquiétude parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on vous dit que sur la nationale numéro 1, numéro 3, à un certain niveau, peut-être bien même précis, parce que sur la nationale numéro 3, il y a Yaoundé-Douala, il paraît que c'est après EDA, entre l'ancien PH et le nouveau PH, voilà. Donc sur ce corridor-là, dans la région du littoral, que à tout moment, vous pouvez recevoir pierre de cailloux pour immortaliser, pour stopper le véhicule et que les bandits viennent. Bon, je crois que c'est regrettable. C'est regrettable. Heureusement, j'ai vu les autorités administratives, policières de ce côté monter au créneau. J'ai vu le gouverneur de la région du littoral tenir une réunion avec les FMO, Forces de maintien de l'ordre, et ont pris un certain nombre de mesures pour faire face à cette nouvelle menace. Donc, je crois que le mal, il est profond. Il est profond. C'est notre société qui est malade. Parce que dans la même région, il vous souvient qu'il y a quelque temps, on parlait du phénomène des microbes, où des gens se lèvent comme cela, s'organisent, se mettent en groupe, prennent des machettes, des couteaux, des motos, font des razzias dans des quartiers. Donc, je crois qu'il faut intégrer ce phénomène. Au-delà même de l'aspect sécuritaire, il faut faire intervenir des psychologues pour voir qu'est-ce qui arrive même aux gens, pour que les gens... Est-ce que c'est la pauvreté qui atteint des niveaux aussi dramatiques? N'est pas le pays le plus pauvre au monde. Ou alors c'est la maladie, ou bien c'est de la folie. Comment on fait pour que des gens se décident, visiblement c'est des jeunes, se mettent ensemble, voilà, décident de prendre des armes blanches et d'aller envoyer des populations, leur arracher des biens au vu aussi de tout le monde. Ou alors des gens se décident, on sort des petits villages, on arrive sur l'Axelo, on prend des cailloux. À Bafoussam, il y a même eu un mort. Vous avez vu, j'ai vu des images là sur mon téléphone où un petit véhicule circulaire, le chauffeur a reçu un caillou qu'il a défoncé la tête. Il est mort. Le véhicule est entré en brousse. Les bandits sont venus quand même. Donc je crois que au-delà même de l'aspect sécuritaire, qui n'est déjà pas mal parce que la réaction a été prompte,
il faut interroger même la psychologie sociale. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Est-ce que ces gars sont atteints d'une démence? Est-ce que c'est de la pauvreté? Est-ce que c'est la... Je n'en sais rien. Il faut qu'on comprenne. Parce que ce mal peut encore, ces menaces peut encore se métamorphoser et aller encore déboucher sur autre chose. Oui. Donc je crois que c'est grave. C'est grave. Il faudrait que les pouvoirs publics s'adaptent à cette menace et administrer, comme on dit, c'est prévoir. Essayer de mener une étude profonde pour se demander pourquoi on arrive à ce genre de banditisme, à ce genre de délinquance. Si c'est la pauvreté, parce que ce n'est pas nouveau au Cameroun. Au Cameroun, malgré qu'on nous fait croire que c'est un pays en voie d'émergence, c'est un pays où la pauvreté, la misère existent. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités et s'assurer. Maintenant, si c'est le problème de l'éducation, de l'incivisme, du banditisme, il faut qu'on apporte des réponses appropriées pour que les Camerounais se sentent en sécurité à l'intérieur dans leur pays. Parce que si on ne se sent pas en sécurité dans notre propre pays, on ne peut pas circuler normalement. On va circuler où? La question que je me pose. Donc, la balle est dans le camp des pouvoirs publics. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Ne pas s'arrêter que sur du cosmétisme, parce que parfois on a l'impression que c'est du cosmétisme. Une fois qu'on a stoppé ces brigands, on part, on laisse, et puis la menace surgit d'une autre manière. Voilà. Votre regard sur cette actualité qui est vrai au passage. Oui, moi je pense que c'est les conséquences visibles de la corruption. Hein. Encore. Parce que vous voyez aujourd'hui ici à Yaoundé, vous allez être agressé devant la police et ils te tournent carrément le dos. Tu vas te faire... J'ai vu plusieurs fois des gens agressés devant la police qui n'arrivent à rien faire. Vous étiez où? Moi j'étais là, je pouvais faire. Si le policier qui est armé, si le policier qui est armé ne fait rien, ce n'est pas moi qui est bon, hein, qui peut faire quelque chose. Donc, vous voyez aujourd'hui, vous arrêtez un bandit, vous l'amenez dans un commissariat. Il n'est pas à poursuivre pour non-assistance en danger. Mais il faut d'abord poursuivre le policier. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand vous arrêtez un bandit, vous l'amenez dans un commissariat. Demain, vous revenez, vous allez voir qu'il n'est pas là. Il est où? Il est parti. Où? Je ne sais pas. Alors, et c'est comme ça. Donc c'est pour cela que ces gens-là pensent qu'ils peuvent agresser à tout moment et puis rien ne peut leur arriver. Donc c'est là où il faut vraiment convoquer nos forces de l'ordre. En tout cas, ceux-là qui sont censés assurer notre sécurité. Bienvenue Essomba, voici une autre actualité. Loin de la libre circulation au Cameroun, on n'a pas ce problème, mais il se trouve depuis un certain temps que prétendre aller d'une ville à une autre pour des zones bien précises désormais, il faut d'abord se poser une et deux questions, se retourner dans son lit et puis après prendre de tout son courage pour affronter ces invisibles mais qui se laissent ressentir à travers des projectiles. Oui, Monsieur Fangon, le problème est simple, hein, sur le plan de l'analyse. Et Bello a posé la question, pourquoi on y arrive? Nous, en tant qu'économistes, on sait que ça doit arriver. Et le meilleur encore à venir. Ah bon? Le pire? Ah oui, le pire. Je veux dire, le meilleur, le pire encore à venir. Ah bon? Regardez la première puissance économique libérale du monde. C'est les États-Unis. Donc c'est le pays, un pays très développé où il y a le plus grand nombre de crimes par minute au monde. Oui. C'est ça les revers du libéralisme. Prenons donc maintenant une économie interventionniste comme la Chine. Vous entendez parler de crimes en Chine d'une façon courante comme ça se passe chez nous aux États-Unis en Occident? Non. Vous entendez parler du trafic de drogue dans les écoles? En Chine, la prostitution se déroule en cachette. Je ne suis pas contre le libéralisme, hein, mais il faut qu'on... Bello a dit ici, quand on vient ici, on vient à titre de pédagogie. Il faut qu'on explique à l'opinion. Oui. Quand l'État n'est plus paternaliste, c'est-à-dire l'État n'est plus bon père de famille, on dit libre initiative. C'est-à-dire initiative personnelle à encourager.
Le président a signé le code de la famille l'autre jour. Ça nous mène tout droit vers le mariage pour tous. Ah oui, j'espère que les gens le savent. Dès que vous mettez les pieds, parce que comment on signe ce code-là? Le président signe ce code. Le Fonds monétaire est en mission chez nous. C'est lui le conditionnalité pour qu'il valide un accord d'étape. Monsieur le Président, vous êtes déclaré pays libéral, signez le code de la famille. Vous voyez? Et je dis, le code de la famille, l'ultime étape, c'est le mariage pour tous. Quand on est entré dans le libéralisme en 88, en signant les accords du consensus de Washington, là-dedans, était consigné que le Cameroun doit devenir un pays multipartiste. Même comme les gens veulent marcher. Les gens veulent marcher pour quelque chose qui était déjà consigné dans un traité international. Oui. La libre expression qu'on a aujourd'hui, on parle partout. C'est consigné dans le consensus de Washington. Donc, tout ce que vous voyez se passer aux États-Unis là, tant que nous sommes un pays libéral, va se passer ici chez nous. La drogue va entrer ici en masse. Vous voyez? Ça passe pourquoi? Parce que dans le système libéral, il y a déjà une mauvaise redistribution du revenu. Pour atteindre l'équilibre économique et social dans le système libéral, il faut que 20%, il y a le ratio 20-80 qui dit que 20% de la population doit contrôler 80% des richesses. Tant qu'on n'atteint pas cet équilibre-là, le pays ne peut pas économiquement bien fonctionner. Ils appellent ça la théorie du ruissellement, la théorie de la citerne. C'est-à-dire dans un système d'adduction d'eau. Tant que l'eau ne remplit pas la citerne, l'eau ne peut pas être distribuée. Les citernes qu'on voit, quand l'eau vient de Balmain, tant que ces citernes-là ne sont pas pleines, on ne peut pas distribuer l'eau. Et c'est une théorie scientifique. C'est ça le libéralisme. Alors, ça crée donc tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, qu'on vit aux États-Unis, qu'on va vivre chez nous. Ça crée des inimitiés, ça crée des révoltes. Et les jeunes, inconsciemment, qui sont choqués par le climat social, la gouvernance sociale, parce que nous, on trouve que ces gens-là, ils accaparent les biens, mais ils sont dans la logique du système libéral. Il faut qu'il y ait une élite qui possède 80% de la fortune nationale pour qu'ils fassent donc circuler cette fortune. Parce que si on distribue, parce que si on distribue cette fortune équitablement à tout le monde va périr. Prenez le revenu national, vous distribuez à 30 millions de Camerounais. Personne ne survivra pendant plus d'un mois. Mais c'est quand une minorité possède cette fortune et cette minorité a la capacité de la gérer, cette minorité va donc utiliser les autres pour pouvoir redistribuer. Vous voyez? Donc, le pire est à venir. On va voir des choses terribles ici. Parce que il y a, même au niveau mondial, les libéraux sont des mondialistes, mais il y a des anti-mondialistes qui sont marchés chaque jour contre cela. D'accord. Donc c'est un conflit qui va durer jusqu'à ce que, tant que la Terre va survivre. Oui, votre voisin, Maître Maillot, nous fait comprendre que ça ne sera même plus les cailloux, mais d'autres projectiles qui vont arriver sur nos balises et que sais-je encore. En une minute, dites-nous ce que vous pensez sur cette situation. Moi je vais encore ajouter quoi. Vous savez, depuis un certain temps, on vit sur l'axe Douala-Yaoundé et notamment dans le département de la Saranga maritime. Les voitures en circulation sont victimes des agressions à partir des projectiles qu'on jette sur les voitures. C'est pas une bonne image pour le Cameroun. Vous savez, au Cameroun, on se débrouille toujours. Si ce n'est pas la corruption, c'est le vol. Si ce n'est pas le vol, c'est le banditisme. Et vous savez, dernièrement, on nous a dit que, à propos du stade de Lembe, que McGill avait promis de reprendre le travail, que McGill aujourd'hui est en train de déménager. Parce qu'il se peut qu'en ce moment précis, le McGill n'a jamais repris le travail et que McGill est même en train de déménager. Et c'est ce qu'on nous a fait, quoi, que on nous a même dit que le stade était fini. En fait, ce n'est pas nouveau au Cameroun. Mais il faut que les gouvernants nous apprennent, c'est-à-dire que nous apprennent une autre façon de vivre. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Il faut manger la sueur de son front. Le Camerounais pense que comme les autres volent les milliards, nous aussi on va se débrouiller sur les voitures et avoir notre pain alors qu'on peut travailler. Non.
il faut qu'on travaille. Moi, je vois ici les gens qui sont les expropriés, ils sont les handicapés, mais qui se débrouillent. Il n'y a pas une vie à aller voler, à aller braquer. Il n'y a pas eu, je suis désolé. Que mes frères, la Saranga Maredine, arrêtent de faire, si c'est eux. Parce que les gens peuvent venir même de loin pour venir faire cette sale besogne, n'est-ce pas, dans leur département. Mais si c'est eux qu'ils arrêtent cette sale besogne, on ne peut pas avoir une renommée. Que voici c'est-à-dire que voici comment dire, la parcelle des villageois, la parcelle des bandits, ou bien la trajectoire, ou bien la proportion de route où sévit le grand banditisme au Cameroun. Non, mais non. Il faut que, si les autres volent, comme ils ont pris pour travail, de détourner les fonds publics. Quand quelqu'un veut détourner, ne détourne pas 1 milliard, il détourne 10, 100, 50 milliards, c'est bien beau. Mais nous autres, qui avons une bonne moralité, n'allons pas agresser, n'allons pas faire ce genre de choses, travaillons et mangeons à la sueur de notre front. Justement, vous m'envoyez rigoler un peu parce que victime d'un système, les awashers, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui arrachent le téléphone, sac et autres là. Une fois, étant sorti avec un bon nombre de collègues, j'avais un téléphone, je manipulais en bordure de route. Il est venu, il a pris comme si on se connaissait et puis il me disait au revoir en me rappelant que j'ai pris ça, c'est parce que vous aussi vous voulez l'argent de l'État. J'ai dit, Seigneur, moi, est-ce que je vois là où l'argent de l'État passe? Donc, par moment, ils pensent que ce sont justement ces détourneurs qui passent, mais alors que ce sont des pauvres innocents, c'est tout un dommage comme ça et toute une vie, un quotidien qui devient de plus en plus sombre. Et encore aujourd'hui, nous avons suivi de par la bouche de Bienvenue Somba que le pire reste même à venir, ce que nous ne souhaitons pas, mais que les améliorations soient faites, amélioration au niveau de la sécurisation justement des personnes et des biens au Cameroun. Je pense qu'à ce niveau, on pourrait atteindre tous ensemble l'émergence 2035. C'est le temps de dire merci infiniment à vous, Bienvenue Essomba, pour votre présence ce matin. Monsieur Fangon, merci aux autres illustres panélistes. J'espère qu'on aura le temps de se voir pour continuer le débat après ici. Merci à nos millions de téléspectateurs qui suivent chaque jour. À vos côtés, tout au long de cette émission, notre consultant d'entreprise, juriste conseil, Maître Mayo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. En fait, c'est moi qui vous dis merci pour votre invitation. Je m'excuse auprès des téléspectateurs si mes propos ont blessé certaines sensibilités, mais c'est le Cameroun et c'est notre cher beau pays qu'on aime tous. Donc nous souhaiterons que les choses changent. C'est pour ça que chaque fois que nous avons l'occasion de dire, de dénoncer, nous allons le faire, tout en participant, n'est-ce pas, au développement de ce pays. Qui aime bien, châtie bien. Bello, merci d'avoir été des nôtres. C'est nous qui vous remercions et disons par l'occasion à nos compatriotes que la constitution de notre pays, de notre nation nous appartient à tous. Et en tant que citoyen, il faut participer à la gestion des affaires publiques en choisissant déjà des dirigeants sur la base de leur politique. Et comment on choisit un dirigeant si on n'est pas inscrit sur une liste électorale? Donc, à nos compatriotes, inscrivez-vous sur une liste électorale le jour du vote, allez voter et choisissez un homme politique à base de son programme politique et nous vous avons proposé un programme politique. Merci pour la campagne. Merci. Ferdinand Malamsou, merci également pour votre présence. Merci et je m'excuse encore pour le petit retard que j'ai accusé, que je ne peux pas justifier ça ici devant vous. Bon, je salue tous les autres panélistes et particulièrement merci beaucoup de l'invitation. Merci. On aura le temps de nous revoir et peut-être partager encore des bons moments sur les plateaux d'info-télévision, mesdames et messieurs, dont les programmes se poursuivent. Juste après moi, vous aurez une panoplie de programmes, notamment Dimanche VIP, qui est un programme à regarder et tout naturellement les éditions de journaux. Aujourd'hui, ça sera le journal bilingue. Et demain, étant le début d'une nouvelle semaine, nous espérons et souhaitons que celle-ci, parlant de la semaine, soit meilleure pour vous qui regardez Info TV. Bonne suite et bonne journée à tous. Bon dimanche.